Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Comme à l'habitude, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. Et en sa compagnie, on va discuter du retour au jeu de Davis Alexander qui a mené les Alouettes à une belle victoire vendredi soir dernier contre les Stampeders de Calgary. Et on va y aller de nos prédictions pour toutes les rencontres du côté de la NFL. C'est déjà la semaine 5 qui va commencer. Et Marc-André va y aller de ses recommandations en termes de fantasy football afin de vous aider pour gagner votre ligue de fantasy. Alors, Guillaume, par la musique. Marc-André, avant de discuter des Alouettes, on va jaser NFL avec nos réactions excessives à la suite de la semaine 4. Pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, on enregistre le podcast un petit peu plus tôt cette semaine. On l'enregistre mardi matin. Alors, il y a plusieurs joueurs blessés à travers la NFL. On n'aura pas nécessairement les mises à jour sur leur état de santé. Mais tout d'abord, on va y aller avec nos réactions excessives. Ma réaction excessive à la suite des matchs de la quatrième semaine d'activité, les Ravens de Baltimore, qui ont commencé la saison en tant qu'aspirants au Super Bowl, ils ne vont pas participer aux éliminatoires. C'est ma réaction excessive. Il y a tout simplement beaucoup trop de blessés au sein de la formation des Ravens de Baltimore. On n'a pas encore de mise à jour sur l'état de santé de Lamar Jackson. On ne sait pas s'il sera en mesure de jouer. Mais même si Lamar est là pour la cinquième semaine d'activité, Marc-André, le bloqueur à gauche, Ronnie Stanley, est blessé. On ne sait pas si lui aussi, il va jouer. Mais du côté de l'unité défensive, ça n'a aucun bon sens. On a perdu les services de Roquan Smith. Medabouke, l'excellent plaqueur. Mais sa saison est terminée en raison d'une blessure au cou. Carl Arnold est toujours blessé. Le demi-coin Marlon Humphrey a subi une blessure lors de la défaite des Ravens contre les Chiefs de Kansas City. C'est terminé pour les Ravens. Ils ont une fiche d'une victoire et 3 défaites. Je pense que ça va être une saison cauchemar et on ne sera pas en mesure de se qualifier pour les éliminatoires du côté de Baltimore. Ça va être une grande surprise du côté de la NFL. 7 partants blessés en défense du côté des Ravens, Didier. Et par contre, les défaites, c'est quand même contre des bonnes équipes. Si on regarde si on a le verre, on met le verre à moitié plein, comme on dit. Défaite contre les Lions, défaite contre les Chiefs, défaite contre les Bills. Je veux dire, on a les Texans cette semaine là, à l'horaire. Donc, j'ai hâte de voir comment que la défense amochée va se comporter contre les Texans qui représentent quand même un défi de moins grande envergure là, que ces 3 équipes-là. Oui, mais même en santé, cette défense-là ne jouait pas bien. Tu sais, lors du premier match de la saison contre les Ravens de Baltimore. Écoute, c'est simple, Marc-André. Les Ravens ont perdu 3 matchs. Puis lors de ces 3 défaites-là, on a accordé au minimum 37 points. 37 points. Puis là, on va Épouvantable. jouer avec des joueurs réservés. Ça ne va pas s'améliorer. Je sais qu'Houston a des ennuis. Mais peu importe. C'est ma réaction excessive. Les Ravens de Baltimore ne participeront pas aux éliminatoires. Maintenant, toi, de ton côté, c'est quoi ta réaction excessive à la suite des rencontres de la quatrième semaine? Didier, la saison 2025 sera le jour de la marmotte dans la division ouest de l'américaine, alors que les Chiefs de Kansas Hmm. City vont remporter un 10e titre de division de suite. Alors, les Chiefs, là, c'est fait. Ils sont de retour. On a vu ce que ça fait, l'effet Xavier Worthy en fin de semaine. J'ai été vraiment Hmm. épaté par ça. Il a vraiment dynamisé l'attaque. C'est fou ce qu'un seul joueur peut faire à toute une équipe, à toute une attaque. Patrick Mahomes a connu un fort match, 4 passes de toucher. Écoute, Didier, on s'en est sorti. On est 2-2. Rashee Rice revient dans 3 semaines. Oui, c'est ça, dans 3 semaines. Donc, après la semaine Environ, numéro oui. 6. Ouais, ouais. Et nos adversaires, Didier, les Broncos, on l'a vu hier. C'est pas. On l'a vu lundi. Faut qu'on enregistre mardi, tu l'as dit. On l'a vu hier. C'est pas très convaincant du côté des Broncos. Les Raiders, on n'en parle même pas. Et là, les Chargers, on a perdu les services de Joe Alt. On n'a pas Rashad Slater. Euh, je ne sais pas. Je pense que les Chiefs là, vont filer vers un autre titre de division de suite cette année. Ah, OK, on va voir ça. La seule chose, c'est que les Chiefs, oui, OK, ils ont bien joué, 4 passes de toucher pour Patrick Mahomes. On vient de parler de l'état de la défense des Ravens de Baltimore avec tous les blessés. Donc, peut-être qu'on n'a pas nécessairement relancé notre attaque. Peut-être que la défense des Ravens est tellement mauvaise que ça a permis aux Chiefs de connaître du succès. On aura des réponses au Et cours ça, des prochaines semaines. ça c'est trop songé. Moi, c'était excessif quand même. Oui, oui, ok, ouais, t'as raison, t'as raison. Ok, on va tomber dans l'excès, t'as raison. Les Chiefs Oui. sont de retour. Ma prédiction que les Broncos Super vont terminer Bowl. au premier rang de la section Ouest américaine,
Ça ne fonctionnera pas. Bon, ben, en tout cas, on a hâte de voir la suite des choses. C'était nos réactions excessives du côté de la NFL. On va poursuivre, on va parler de la NFL un peu plus tard, mais tout d'abord, là, on va y aller avec les Alouettes. Parce que Davis Alexander, finalement, il est revenu au jeu. Marc-André, euh, ça a eu un impact sur l'équipe au complet des Alouettes, Hey, on dirait que tout le monde courait plus vite sur le terrain, autant du côté de l'attaque, de la défense, des unités spéciales, plus de 300 verges par la passe pour Alexander. L'atmosphère était électrique au Saperson Molson. Avant même la rencontre, lorsqu'on a fait la présentation des joueurs, on a présenté l'attaque partante, puis naturellement, on a présenté Davis Alexander en dernier. Tu aurais dû entendre l'accueil, Marc-André, que les partisans du Staples Molson avaient pour Alexander tout au long de la semaine. On sentait l'enthousiasme des joueurs. J'en ai parlé dans le cadre de mes reportages. Les joueurs, Jason Maas, tout le monde, on dirait, avait plus d'énergie à l'entraînement lorsqu'on s'est adressé aux médias. Puis on a vu là, durant la rencontre l'impact que ça a eu au sein de toute l'équipe au complet ce retour au jeu de Davis Alexander. c'est comme 2 mondes, Didier. C'est époustouflant à quel point l'attaque s'est mise en marche. C'est drôle, j'avais la discussion avec un ami, puis je me dis: «C'est quand même fascinant le football pour ça, Didier». Je veux dire à quel point, tu sais, James Morgan, McLeod Bethel-Thompson et cetera, c'était puis Caleb Evans, c'était la même attaque, c'était le même jeu, c'était le même cahier de jeu, mais avec ces gars-là, ça fonctionnait moyen, puis avec Davis Alexander, ça fonctionne à la planche. Je veux dire, tu l'as dit, c'était électrisant. Non, mais c'est fascinant pareil. Puis même dans la vie en général, dans la NFL, c'est la même chose. Quand un corps arrière suppléant ou substitut, un second embarque, on dirait que des fois, les attaques deviennent amorphes. Je ne sais pas qu'est-ce qui explique ça, parce que eux, pas, ces corps arrière-là ont quand même. S'ils jouent au football de façon professionnelle, c'est qu'ils ont quand même connu du succès dans les rangs universitaires, dans les rangs collégiales, dans les rangs collégiaux. Donc, moi, trouve ça fascinant à quel point vraiment, un seul gars peut vraiment revigorer, là, dynamiser une attaque. C'était le cas avec Davis Alexander. Moi, ça m'a toujours fasciné à quel point, parfois, les seconds ou les corps arrière réservistes, on dirait qu'ils n'ont jamais joué au football par moment. Je sais que c'est une question de répétition à l'entraînement et tout, mais c'est fou à quel point. Moi, j'ai été épaté de voir la différence. Puis j'écoutais le match, puis j'étais comme, mon Dieu, cette attaque-là. Mm. euh, C'était, comme je le dis, c'était vraiment 2 mondes. C'est comme quand tu jouais à NHL 94 puis tu allais jouer contre les Red Wings. On dirait que la glace patinait plus vite. On dirait que tu patinais plus vite sur la glace des Red Wings. J'ai toujours 94, trouvé ça. Ouais. sais-tu qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ou qui nous regardent qui étaient même pas nés en 94, hein? Mais moi, c'était mon jeu. Non, mais quand tu prenais les Red Wings, quand tu jouais sur la glace des Red Wings, je trouvais que les joueurs allaient plus vite. Ben, c'est un peu ça, comme tu parlais avec l'attaque des Alouettes. J'ai trouvé ça fascinant. Davis Mm. Alexander, vraiment, je l'ai trouvé décisif. J'ai trouvé ses passes, il décochait des passes rapidement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses, par contre, de sa gestion des émotions. C'est un gars qui c'est une boule d'énergie, qui amène cette électricité-là, qui amène de l'intensité, mais parfois, euh, il y a une différence. La ligne est mince des fois entre intensité et arrogance. Puis des fois, j'ai peur que Davis Alexander, des fois, ça tourne un peu en arrogance. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, cette gestion des émotions-là. Non, non, moi, j'ai pas peur de ça. Je pense que, bon, premièrement, il était peut-être encore plus émotif qu'à l'habitude, étant donné que ça faisait 9 semaines là, qu'il n'avait pas préparé un match. Puis lorsqu'on lui avait parlé à la veille de la rencontre, ben, il avait mentionné ça. Là. Tu sais, il avait dit qu'il va devoir contrôler ses émotions. Puis il était craqué au maximum. Là. Au début de la rencontre, là, Ouais. ses passes étaient tellement vives. Des fois, elles étaient trop vives même. Je te dirais, ça manquait un peu de précision parce que là, c'est ça. Là. Ce sont les émotions qui ont pris le dessus. Puis au cours de la rencontre, tu sais, c'est long, Marc-André, 9 semaines. Il a raté toute la saison. Puis à quel point cette saison-là est importante pour lui. C'est sa première année à titre de carrière partant. Il s'est entraîné durant toute la saison morte. Puis là, il subit une blessure aux ischio-jambiers là, dès le début de la saison. Ça a pratiquement compromis la saison au complet. Ça a été difficile pour lui. Donc, je pense que c'est ça. Ce sont toutes ces émotions-là qui sont ressorties par moments au cours de la rencontre du côté de Davis Alexander. Moi, je m'en fais pas. Je préfère avoir un carrière qui est cocky comme ça, qui est confiant. Puis la raison d'être confiant, la force de son bras, là. Tu sais, je l'avais vu durant la semaine à l'entraînement. Puis dès le début de la rencontre, tu sais, tu viens de parler de la comparaison avec les autres carrières, les carrières réservistes qu'on a vues. Même si t'es pas, tu connais pas vraiment le football, tu n'es pas quelqu'un qui regarde du football régulièrement, mais comme tu l'as si bien dit, c'était le jour et la nuit, la qualité de ses passes comparativement à ce qu'on a vu, la force de son bras comparativement à ce qu'on avait vu lors des 8 rencontres précédentes. Là.
Puis c'est ça, il y a une raison pourquoi il y a des carrières qui sont partantes, d'autres qui sont réservistes, là. On vient de le voir. Mais pour en revenir à ta référence des NHL 94, les Canucks de Vancouver, avec Pavel Bure, Cliff Roenick au centre, puis Jeff Courtnall à l'autre position d'allié. Tous ces joueurs-là Mogilny. avaient genre 99 de vitesse. Non, Mogilny n'était pas encore avec les Canucks à ce Ah non? moment-là, je pense, en 94. OK. Ouais, il était encore avec les Sabres de Buffalo. Mais tout ça pour dire, moi, Jirki ce beau Lumé. trio, qu'on jouait sans les trios, là, tu sais, juste avec Ouais. un trio, ça, c'était ma formation, man. Beaucoup trop de vitesse. Non, mais écoute, puis en plus, le retrait on en a parlé lors du dernier podcast, le retrait de McCluster, ça a permis à Cole Speaker de réintégrer la formation. Il y a eu un impact, lui Oui. aussi, 81 verges, 4 réceptions. En fait, Tyler Sneed a été incroyable, je trouve, dans ce match-là. Cole Ah Speaker oui, aussi. oui, oui. Bref, mais c'est sûr, 350 verges, quand tu passes pour 350 verges, veux pas, les receveurs de passe, ils ont connu des bons matchs. Phil Potts, Speaker, mais surtout Tyler Sneed qui a fait des catchs importants, les fameuses verges après l'attraper. Il a vraiment été impressionnant, le petit Tyler Sneed. C'est comme ça on avait oublié à quel point l'attaque des Alouettes pouvait être bonne lorsque tout le monde était en santé. Parce que non seulement on jouait avec des carrières réservistes, mais il y avait tellement de blessés. On vient de parler des Ravens de Baltimore. Les blessures ont pratiquement dérouté là, la saison des Alouettes. Heureusement, dans la Ligue canadienne, bon, tu peux survivre à une séquence de 5 défaites, étant donné qu'il y a juste 9 équipes et 6 de ces 9 formations-là participent aux éliminatoires. Mais tu fais bien de mentionner le nom de Tyler Snead, parce qu'il a été le receveur le plus constant des Alouettes tout au long de la saison. En fait, il est le seul ou presque qui n'a pas subi de blessure. Mais écoute, parlons de l'unité défensive Ouais. des Alouettes, parce que, bon, l'attaque, c'est bien beau, le retour au jeu d'Alexander aussi. La défense qui a connu un bon match dans l'ensemble. Calgary, c'est une formation là, de talent là, quand même. Là. Lorsque les Stamps se sont présentés à Montréal, ils avaient une fiche de 8 victoires et 5 défaites. On a été en mesure de provoquer des revirements, mais encore une fois, par moment, Dedrick Mills, le porteur de ballon des Stampeders, est en mesure d'aller chercher des verges, d'avoir des bonnes récoltes, des courses de 7-8 verges, même plus. Donc, on n'a pas encore trouvé une solution du côté de la défense des Alouettes face au jeu au sol. Bref, je ne sais pas qui se t'en pense. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu penses de ma théorie. Parce que quand je regarde les Alouettes, là, l'équipe est en santé, ce qui est vraiment une bonne chose pour la fin de la saison régulière. Mais il y a trois choses qui pourraient là, nuire aux Alouettes en éliminatoire que je ne suis pas encore certain. En fait, je suis certain de qu'est-ce que ces trois choses-là sont. Ah, regarde, je suis en train de me perdre. Écoute, bon, premièrement, la sélection de jeu de Jason Mass en attaque. Tu sais, ça Ouais. faisait 9 semaines que Davis Alexander n'avait pas joué. Puis il a mis le match sur son bras. Là. Je regardais les deux premières séquences, on n'a presque pas couru. J'étais comme, mais là, Alexander, ça fait plus de 2 mois qu'il n'a pas joué. Tu sais, on peut-tu utiliser Steve Scott, pas mettre toute la pression sur les épaules d'Alexander? Ça a fonctionné. Mais encore une fois, tu sais, Jason Mass, ça devient unidimensionnel, là, à l'attaque des Alouettes. Donc, ça, c'est la première chose. Parce que tu fais quoi si ça ne fonctionne pas à l'attaque aérienne? Si tu es victime de revirement, si Davis Alexander n'est pas dans son assiette, là, il faut que tu te rabattes sur le jeu au sol. Donc, il y a ça qui m'inquiète. La ligne à l'attaque également, la Ouais. protection par moment et l'unité défensive. Il y a encore des carences du côté de l'unité défensive, en particulier contre le jeu au sol. Donc, ça, ce sont mes trois choses qui font en sorte, mes trois points d'interrogation, si on peut dire, toujours du côté des Alouettes. Là. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, de ma théorie là-dessus? Je trouve que c'est excellent. Stevie Scott ne veut pas Didier, il y a quand même une bonne moyenne de verges par course lorsqu'on lui remet le ballon, Mais 4,6 encore dans le dernier lorsqu'on match. lui remet le Juste ballon, oui, c'est ça. Oui! Tu sais, Puis pourquoi on lors du dernier l'utilise pas match aussi, plus? là, ouais, je sais pas. Puis, depuis le début de la saison, en fait, je pense que c'est l'histoire de la carrière d'entraîneur de Jason Mask. On dirait qu'on court au Oui, début, on oublie que ça existe, puis on revient à la fin. On s'en sert lorsque c'est nécessaire, c'est un peu ça. Puis Jason Mask préfère passer, je pense, lorsqu'il en a l'occasion. Puis oui, la défense, moi aussi, ça m'inquiète un peu. Tu as parlé de la ligne à l'attaque, c'est sûr que c'est un point inquiétant. J'ai aimé le travail de Ventrelli dans le dernier match. Là. Je l'ai vu courir sur une course, là, justement, de vraiment aller loin. J'ai aimé Tiger Shanks, qui a quand même bien paru aussi, mais oui, ça demeure un point d'interrogation. Et du côté de la défense, moi aussi, on est vulnérable par la course. Encore là, tu as parlé de Mills, qui a quoi, une moyenne de 8,1 verges lors du dernier match. Euh, on a une hmm, défense qui plie, mais qui ne casse pas. Mais j'ai peut-être l'impression qu'en éliminatoire, si on peut peut-être finir par casser, on a donné des points aux Stampeders,
mais j'aimerais que cette défense-là soit plus solide pour, c'est ça, contrer. Encore là, on a eu des sacs du corps, aussi des interceptions au moment opportun, on a recouvré un échappé, les Stampeders étaient à la porte des buts. J'aurais aimé, je veux dire, on a réalisé des jeux importants, les quelques jeux qui nous ont permis de remporter le match, mais oui, je trouve que la défense n'est pas ce qu'elle était la saison dernière encore cette année. Ouais, il y a Demi Berglund qui, encore une fois, a connu un gros match à la position d'ailier défensif. Ben, bref, écoute, les Alouettes, s'ils peuvent rester en santé là, jusqu'à la fin du calendrier régulier, ils sont des aspirants à la Coupe Grey parce qu'il n'y a pas d'équipe dominante au sein de la Ligue canadienne, là. Tu sais, les Lions de la Colombie-Britannique, d'une semaine à l'autre, on n'a aucune idée du genre de performance qu'ils vont nous offrir, capables de marquer 50 points comme ils sont capables d'en accorder 50 ou à peu près. On vient de battre une des bonnes formations de l'Ouest en Calgary. La semaine dernière, les Rough Riders à Saskatchewan se sont fait surprendre. Ils ont perdu contre les Elks d'Edmonton. C'est eux qui ont la meilleure fiche de la Ligue canadienne. Alors, il n'y a pas d'équipe dominante. Puis ça, c'est vraiment excitant à l'approche des éliminatoires. Parce que toutes les équipes qui vont se qualifier pour les éliminatoires vont avoir réellement des chances de soulever à bout de bras la Coupe Grey, incluant les Alouettes. En tout cas, donc j'ai bien hâte de voir ça. Il ne faut pas patienter les Alouettes qui vont être de retour seulement le 12 octobre, hein, Marc-André. Donc c'est une longue semaine de congé. C'est pratiquement 2 semaines de congé Le pour les hommes de 13, Jason Mars. Oui, le le 13 13, oui, j'ai octobre, le dit lundi lundi. 12. Oui, lundi le Lundi 13, le oui, tu as 13 raison. octobre, Lundi le Didier, à 13, oui. 13h. À 13h, le Rouge et Noir va être en ville pour affronter les Alouettes. Les Alouettes tenteront évidemment de signer une quatrième victoire de suite. C'est un match à ne pas manquer. Et si on regarde également le tableau là, du classement dans la division Est, Didier, on voit que les Tiger Cats d'Hamilton sont au premier rang à 9 et 6, mais les Alouettes, vraiment, on est remonté au-dessus de la barre des 500 avec une fiche de 8 et 7. Les éliminatoires, c'est pas mal c'est pas mal fait, Didier. C'est juste maintenant de savoir est-ce qu'on peut rattraper les Tiger Cats d'Hamilton. Non, on va assurément recevoir un match à domicile. Est-ce que ça va être la demi-finale ou la finale de l'Est? C'est ça qui peut-être qui reste à déterminer. Ouais, on rappelle que les Tiger Cats détiennent le bris d'égalité, étant donné qu'ils ont défait les Alouettes lors des deux rencontres entre les deux formations au cours de la saison régulière. Donc, les Alouettes doivent devancer Hamilton. Il reste juste 3 matchs aux Alouettes. Donc, ça, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Étant donné que les deux prochaines rencontres des Alouettes vont être contre le Rouge et Noir d'Ottawa. On vient de le voir tout d'abord à Montréal. Ensuite de ça, 5 jours plus tard, on va jouer au stade de la Place CD. Puis clairement, du côté de l'organisation d'Ottawa, Marc-André, on a lancé la serviette sur le restant de la saison, étant donné qu'on a échangé notre excellent chasseur de quart, Lorenzo Molden, on l'a échangé au St. Peter's de Calgary en retour de choix de quatrième ronde. Donc ça m'indique que l'organisation pense déjà à 2026. Alors, est-ce que les joueurs du Rouge et Noir vont être en mesure de rester concentrés? Eux qui connaissent une saison décevante, après avoir participé aux éliminatoires l'année dernière, il y avait de grandes attentes du côté d'Ottawa. Donc, pour différentes raisons, ben, on va rater les éliminatoires. Alors, pour les Alouettes, hein, ça peut être une opportunité de devancer les Tiger Cats de Hamilton qui, eux, ont un calendrier plus difficile lors des dernières semaines. Alors, écoute, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Tout peut arriver dans la Ligue canadienne, on le dit souvent, on le répète, mais c'est vrai, mais ça promet pour la fin de la saison régulière et bien sûr les éliminatoires. Avant de poursuivre, Didier, avec notre tour d'horizon des matchs de la semaine numéro 5 dans la NFL, j'invite les gens à s'abonner. Si vous voulez nous aider là, pour notre podcast, j'invite les gens à s'abonner sur nos différentes plateformes. On a une page Instagram, Facebook, YouTube également. Facebook, le sac du corps. Instagram, même chose, le sac du corps. Sur YouTube, on peut trouver le podcast à chaque semaine sous Didier Orméjus sur YouTube. On est rendu maintenant à 2 podcasts par semaine. Vous avez fait, toi puis Renaud, cette semaine, vous avez fait un résumé des matchs de la semaine numéro 4. C'était fort intéressant. J'invite les gens à aller écouter si vous avez manqué ça. Sinon, également sur les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, etc. Partout ce que vous trouvez vos podcasts via audio. Alors, laissez-nous des commentaires, laissez-nous des étoiles, c'est bien apprécié. On voit que notre projet, les gens nous écrivent de plus en plus, les gens, en tout cas personnellement, moi, les gens m'en parlent de plus en plus également. Bref, merci du fond du cœur, puis abonnez-vous à nos différentes plateformes. Ouais, tu as parlé d'épisodes que j'ai tourné avec Renaud. Ça a fait une longue journée, hein, dimanche, avec le match en Irlande à 9h30 du matin. J'ai été en nom en compagnie de François-Étienne Corbin. Mais hey, regarde, c'est tant mieux. Plus de football, c'est tant mieux, là. Alors, écoute, on va C'est un se gars tourner vers la matinal, semaine toi, quand numéro même, 5. Didier, là.
t'ai vu dans ma télé à Ouais. 9h30. T'es un gars matinal. C'était plus ton. T'étais plus. T'étais mieux là qu'un match à 22h là, que je t'ai vu la dernière fois. J'étais comme, mon Dieu, il va se coucher tard. Faut dire que Didier se couche tôt et se lève tôt dans la vie. Et écoute, moi, j'échangerais son. Écoute, s'il veut venir regarder mes enfants de 6h30 à 8h30, là, s'il veut venir regarder mes enfants, que moi, je puisse dormir le matin, écoute, ça me ferait plaisir. Non, mais c'est pour ça que je peux me lever tôt le matin. J'ai plus d'énergie que toi, parce que j'ai pas d'enfants. J'ai pas à m'occuper OK. des enfants durant la journée, donc j'ai plus d'énergie. Je peux me lever tôt le matin. C'est différent la vie quand on n'a pas d'enfants, je peux te garantir ça. Allez, Ah, je donc sais. la semaine 5. Ouais, je sais, ouais, tu repenses, pas tu regrettes, là, parce que c'est une bonne chose d'avoir des enfants, mais Non, non, tu te non, souviens non. de C'est comment ta vie différent. était avant l'arrivée Oui. des enfants. C'est différent, c'est différent. Non, C'est mais pas mieux, c'est pas avant, je pire, c'est pouvais différent. un samedi soir, je pouvais sortir avec des amis vers 22h, 23h. Maintenant, des fois, je suis couché à 9h 9h15 là, un samedi soir, tellement que je suis fatigué. Mais oui, bon, on va parler des affrontements dans la semaine numéro 5. On va commencer avec l'affrontement entre les 49ers, qui ont une fiche de 3 victoires, une défaite, contre les Rams, qui ont une fiche également de 3 victoires, une défaite. Ce sera le match du jeudi soir. Les Rams sont favoris par 4,5. Mm. Et on voulait parler de Puka Nakua d'entrée de jeu. Ça tombe bien, on a une question à cet effet de Thomas Frigon via Instagram. Il nous demande Puka Nakua a-t-il solidifié sa place au sein du top 3 des receveurs de passe de la NFL? Hmm, bonne question, c'est une bonne question. Je pense que le top 2, unanimement, peu importe l'ordre, c'est Jamar Chase et Justin Jefferson. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, Marc-André? Ouais, mais en termes de talent, c'est des lames, 3 peut-être. Mais en termes de production cette année, c'est sûr que c'est Puka Nakua. Il connaît un début de saison simplement Hmm. exceptionnel. Ouais, en termes de production, définitivement, parce que là, Jamar Chase, ça sera pas une grande saison en termes de production. Non, Maintenant, avec Jake Browning au poste de quart, on s'entend là-dessus. Là. Mais quand on parle juste de receveur, là, en termes de il football, je dirais pas que Puka Nacua est dans le top 3. En termes de production, oui. Mais tu viens de nommer là, le trio Amon-Ra là, St. qui est de. Brown. Puka Ouais, Nakua rentre Amon peut-être Saint avec qui est tout un joueur. Puka Nakua, peut-être top 5. Pour moi, top 5, assurément, là, en termes de talent. Il est Ouais. dominant, il est gros, il est costaud. Je regardais les séquences en fin de semaine. C'est quoi? C'est 13 catchs, 170 verges. Il y a Ah, il a connu tout un 503 match. Là. verges. Les coachs n'avaient pas de réponse. Les coachs n'avaient Non, pas de réponse pour lui, ouais. Excuse-moi de c'est t'interrompre, Xavier là, mais Howard là, c'est qui a passé une mauvaise journée au travail. Il était plus capable. Je pense qu'il a vu Puka Nakua le soir dans son lit. Il repensait à ça. Il l'a vu dans ses Ah. cauchemars, je pense. Mais, tu sais, il laissait le pauvre Xavier Howard, qui fut un temps, il était tout un demi-coin, là, à l'époque, avec les Dolphins de Miami. Mais là, tu sais, il est vieillissant. Puis, tu sais, c'est un gros demi-coin en plus. Donc, face au changement de direction vif de Puka Nacua, il n'était pas capable de le couvrir. Là, tu l'as dit, il a eu un match difficile. On n'envoyait même pas le maraudeur pour lui donner un coup de main. Même, là, c'est juste trop pour Xavier Howard. Mais non, Puka Nacua, ouais, j'irais dans le top 5. Tu sais, c'est pas nécessairement en raison de ses atouts physiques. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus gros, c'est pas le plus rapide, mais il est parfait dans le système des Rams. Puis la Mhm. chimie qu'il a avec Matthew Stafford aussi aide énormément. Mais waouh, ouais, il a été sensationnel contre les Colts. Alors, ça va être intéressant de voir le plan de match du côté de la défense des 49ers de San Francisco face à Puka Nacua. C'est un match de section en plus. Le gagnant va être seul en tête de la section ouest de la nationale. Alors moi, j'ai bien hâte de voir cette rencontre-là. Parce que du côté des Rams, ce que j'aime également du côté de l'attaque, puis j'en ai parlé, je crois, la semaine dernière, c'est le duo de porteurs de ballon, Marc-André, là, de Karen Williams et de Blake Corum, qui ont des styles très similaires. Alors, je pense que ça va être trop pour les 49ers de San Francisco. Au moment où on enregistre le podcast, on ne sait pas si Brock Purdy va être en mesure de jouer. Il a terminé la rencontre la semaine dernière, mais toutefois, il a ressenti de la douleur à son orteil le lendemain du match, lundi. Du moins, c'est ce que Carl Shanahan a dit aux médias lors de son point de presse de lundi. Alors, on va devoir voir si Brock Purdy sera présent. Mais avec ou sans Purdy, moi, je choisis les Rams de Los Angeles afin d'emporter la rencontre va avoir lieu au SoFi Stadium. On a des blessés du côté des Niners. On est relativement en santé du côté des Rams avec notre front défensif. Jared Verse il a encore une fois connu un fort match contre les Colts d'Indianapolis. Alors pour moi, je choisis les Rams. Pour conclure sur Puka Nakua, j'avais des petites notes. Didier, il a présentement 42 catchs, 503 verges après 4 semaines. C'est évidemment au premier rang de la NFL.
Il est à un rythme de 178 attrapés en une saison. Il fracasserait le record de 149 de Michael Thomas, évidemment, s'il poursuit à ce rythme. Et il est sur un rythme de 2137 verges. Ça également éclipserait le record de Calvin Johnson de 1964. Hmm. Ça pour dire que Puka Nacua, en ce moment, fait flèche de tout bois. Et si on parle de l'enfroidement, je veux juste parler pour moi des blessures du côté des 49ers parce qu'un peu à l'image des Ravens, ça commence à faire beaucoup. Ricky Pearsall a quitté le match également lors du dernier match. Jawan Jennings ne Ouais. pratique quasiment pas ne s'entraîne pas de la semaine, puis par la suite, il a joué cette semaine, il a quand même été efficace, mais tu sais, je veux dire, Ouais, je là, tu pense parles qu'il de traîne Brock genre 3 Purdy. blessures, Joan Jennings. Ouais, il a manqué Ouais. la semaine dernière, là, il a joué cette semaine, je sais pas où on s'en va avec ça. Brandon Ayuk qui est pas près d'un retour au jeu, qu'on dit également. Brock Purdy, tu en as parlé, et c'était le premier match sans Nick Bosa, et on a vu que ça a paru en défense. Euh, on n'a pas eu vraiment de pression sur le quart adverse. On a manqué vraiment à ce niveau-là. C'est sûr qu'en plus, les Niners, cette année, le jeu au sol n'est pas fameux non plus. Didier, 3,3 verges par course, 31e rang dans la NFL contre les Rams, Hmm. qui sont une défense top 10 pour le plus bas total de verges accordées au sol. Je pense que les Rams vont remporter ce match-là également. Ensuite, les Broncos, à 2-2, vont affronter les Eagles, qui sont l'une des deux équipes encore invaincues Ouais. dans la NFL. À 4-0, les Eagles sont favoris par 4,5. On a une question de Bernard Boileau via courriel qui nous demande: Salut Didier, salut Marc-André, excellent podcast comme toujours. Merci Bernard. J'ai une question en lien avec les situations des faux filats du corps. Pourquoi dans la CFL, donc dans la LCF, les équipes ont tous un quart remplaçant spécialiste pour les faux filades du corps, alors que dans la NFL, c'est le quart partant à 40-50 millions par année qui s'occupe de ces jeux. Exemple, le Brotherly Shove, la fameuse poussée fraternelle. J'ai aimé la traduction de David Arsenault là-dessus. Les Eagles, pourquoi envoyer Jalen Hurts? Y a-t-il pas un risque inutile de blessure ou c'est le règlement qui oblige de garder le même personnel sur le terrain? Ouais, ben une des raisons pourquoi le touche-push, la poussée fraternelle fonctionne autant du côté des Eagles, c'est à cause de Jalen Hurts. Parce que tu peux le remplacer avec un autre carrière, puis je crois pas qu'on aurait autant de succès. Parce que Jalen Hurts est très fort physiquement. À l'école secondaire, eh ben, il pratiquait l'haltérophilie. C'est un joueur qui est capable de squatter plus de 600 livres. Donc, il est extrêmement fort, Jalen Hurts. Alors ça a un impact là, tu sais, lorsqu'il met à pomper ses jambes, à bouger ses jambes avec la poussée de ses coéquipiers. Il est un élément important, je le crois bien, là, du touche-push. On n'a pas vu les Eagles vraiment utiliser le touche-push sans lui de mémoire. Peut-être que tu peux Ah, me ben, corriger si je peut-être me avec trompe, Kenny là, étant donné Pickett que tu l'année appartiens aux dernière, Eagles. là, mais peut-être Ouais, avec puis Kenny est-ce que ça Pickett avait le fonctionné match où autant? Ouais. écoute, je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Ouais, c'est ça. Bref, tout ça pour dire qu'il est un élément important du succès qu'on a avec ce jeu-là du côté des Eagles de Philadelphie. Alors, si on envoyait un carrière réserviste, peut-être que ça ne fonctionnerait pas autant. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'utilise pas la faufilade du corps autant du côté de la NFL comparativement à la Ligue canadienne. C'est une des raisons pour laquelle on a un expert de la faufilade du corps au sein de toutes les formations de la Ligue canadienne. C'est qu'on utilise énormément les faux flats du corps en deuxième et un, étant donné qu'on concède déjà une verge à Ouais, la c'est ça, ligne je m'en allais dire. d'engagement. Ben, c'est ça. Donc, c'est pratiquement un jeu automatique. Alors, pourquoi courir le risque, soit peut-être faire quoi? 5-6 faux flats du corps durant la rencontre avec ton carrière partant, alors que du côté de la NFL, ben, mis à part les Eagles de Philadelphie, tu ne vas pas utiliser la faux flat du corps 5-6 fois à toutes les semaines comparativement dans la Ligue canadienne. Et si on reste dans le sujet de la poussée fraternelle, maintenant les Eagles on a fait des twists là en fin de semaine. À notre Oui, formation à notre formation, de touche-push, on a vu, les petites passes la maintenant à petite Dallas latérale, Goedert là. 2 fois et puis à Saquon Barkley également donc écoute, déjà que ce jeu-là Ouais, j'ai oublié était celle de Goddard. C'est ça, ouais, ouais, excuse-moi, mais ouais, c'est ça. Celle de Goddard, c'est en fait, c'était une petite passe vers l'avant. Celle à ouais, Saquon, c'était un ouais. balayage. Non, non, c'était bien ça. Beaucoup de créativité. Écoute, ça a tellement marché avec Saquon, tu sais, t'as vu, là, tous les joueurs, Tous les naturellement, joueurs, ils ouais, essayaient d'arrêter le touche-push. Ben ouais. Non, non, ouais. c'est une belle variante, là, qu'on a amenée. Ouais, 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 donc j'ai aimé ça et déjà que ce jeu-là était pratiquement inarrêtable, là, si on commence à faire des jeux de la sorte, j'ai hâte de voir.
En tout cas, moi, je pense que personnellement, c'est la dernière année de ce jeu-là parce qu'on va le bannir l'année prochaine, mais ça, c'est une autre histoire. Mais bref, tout aussi bien d'en On profiter verra pendant qu'il rendu est là. encore là. Ouais, Ouais. tout aussi bien d'en profiter pendant qu'il est encore là. Mais du côté des Eagles, Didier, j'ai hâte de voir, moi, le statut de Lane Johnson parce qu'il a quitté la rencontre. Ça peut faire mal. C'est un joueur, un rouage important, là, vraiment sur la ligne à l'attaque. Pour ce Ouais, match-là, par bloqueur à exemple, droite. je vais quand même prendre les Eagles, moi, pour l'emporter. Pourquoi? Parce que les Broncos ont joué lundi soir. C'est une semaine courte pour les Broncos. On doit voyager. On a joué lundi soir à Denver. On va voyager jusqu'à Philadelphie. Donc, on traverse le pays. Puis, je sais bien que c'est un duel entre deux des pires attaques aériennes, mais je pense que justement, le voyagement, la courte semaine, ça va favoriser les Eagles dans ce match. Ouais, tu as parlé d'eux, des pires attaques aériennes. Tes Eagles ont gagné malgré le fait qu'on n'a complété aucune passe en deuxième demi. La semaine dernière, seulement Ouais. 200 verges d'attaque contre les Buccaneers de Tampa Bay. On a un touché sur les unités spéciales qui a aidé quand les Eagles sont invaincus. Mais là, toi, est-ce que ça t'inquiète? Puis là, on vient d'avoir cette conversation-là il y a 2 semaines, là, lorsque Jalen Hurts n'était pas productif. Puis il y a 2 semaines, ben là, il avait connu un bon match par la passe. Mais ça semble inquiéter en tout cas A.J. Brown. Parce que là, A.J. Brown, je sais pas si tu as Ouais. vu, il a envoyé un Ouais. message cryptique via X. Puis là, on le voyait durant le match. Ça semble pas faire son affaire. Est-ce que tu es un partisan des Eagles? Moi, je crois que c'est juste, bon, je m'en fais pas trop avec ça, parce qu'on a vu l'année dernière le même genre de situation. Puis au bout du compte, on a gagné le Super Bowl. Mais est-ce que tu penses que ça peut devenir un problème? Est-ce que tu es inquiet là, en tant que partisan des Eagles où tu te dis, ben non, écoute, les Eagles sont habitués d'être dysfonctionnels. Puis ça fonctionne, ils connaissent du succès malgré ce genre de situation. Didier, OK, AJ Brown n'a pas assez de ballons, mais on est 4-0. Puis, je vois pas c'est quoi le Mm. problème. Je veux dire, ça fonctionne en ce moment. C'est sûr que par moment, on trouve que les Eagles, tu sais, c'est un gars qui, Mais à ça semble l'examen, déranger A.J. Brown, par contre. ben, Tu sais, écoute, on peut pas c'est plaire à ça tout le l'affaire, le monde. message qu'il a envoyé sur X, là. Ça veut dire Ben, quelque chose, non? c'est encore là, faire passer ses statistiques personnelles, devant les succès de l'équipe. Les Eagles, c'est un peu comme un gars qui se contente de B dans un examen. Genre, on se dit: «Ah, on c'est correct, c'est la note de passage B, c'est bien correct». Mais lorsqu'on a besoin d'un A, par exemple, on va aller le chercher. La semaine dernière, c'était ça, là, contre les Buccaneers. Non, v'là 2 semaines, contre les Rams. On est obligé de se lever en deuxième demi. Mhm. C'est comme si on était comme: «Ah, OK, on va se mettre à passer le ballon», puis ça a fonctionné. Les Eagles, c'est ça. Alors, selon moi, c'est vraiment un gars c'est sûr que, tu sais, un receveur de passe, souvent, c'est des gars qui ont un certain ego. Et donc, moi, je pense que A.J. Brown, c'est sûr qu'il aimerait être impliqué davantage, mais tant aussi longtemps que les Eagles seront 4-0, seront invaincus, qu'on va continuer de gagner, je ne sais pas si on va changer la formule. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, ben, c'est ça. Là, tant qu'on continue de gagner, c'est bien. Mais A.J. Brown, c'est bien beau. Moi, la chose qui m'inquiète, entre guillemets, mais qui pourrait revenir en tes Eagles de Philadelphie, le jeu au sol, là, ça fonctionne pas là, comme l'année dernière. Non. Tu sais, l'année dernière, on disait, bon, OK, les Eagles, ils en arrachent par la passe, mais tu avais Saquon qui a connu une saison historique, plus de 2000 verges. Saquon Barkley, 3,1 verges par course depuis le début de la saison, Marc-André. Ça, c'est insuffisant. On va devoir trouver une façon de le mettre en marche, de repartir cette attaque au sol. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais quoi, le rythme sur 17 matchs de Saquon Barkley en termes de verges au sol? Ah, vas-y, C'est c'est m quoi? c'est 1007. C'est à Ah oui, peine sa 1000 tendance se verges. maintient. C'est à peine Wow. 1000 verges. C'est quand même fou, là, pour un gars qui en a obtenu le double la saison dernière. Je sais pas pourquoi, comment parce qu'on a la même ligne à l'attaque essentiellement. Qu'est-ce qu'on a changé? Qu'est-ce qu'on a de différent du côté des Eagles? C'est qu'on a changé le coordonnateur à l'attaque. Est-ce que c'est ça le problème? Sauf qu'avec Kellen Moore Hmm. l'année passée, c'était la même chose en début de saison. On joue vraiment selon nos forces, les Eagles. Puis on a tellement je trouve qu'on a tellement de façons de battre l'adversaire que parfois c'est le jeu au sol, parfois c'est le jeu aérien. C'est souvent la défense aussi qui met vraiment de la pression, qui joue de l'excellent football. J'ai hâte de voir. Mais ouais, les Eagles, c'est une équipe de 4-0, mais parfois ça m'inquiète parce que si la chaîne débarque un peu, si on a une séquence de 2, 3 défaites, là, on va voir A.J. Brown qui va sortir probablement sur les médias sociaux dire: «Ah, je vous l'avais dit qu'on aurait dû me passer». C'est là déjà des fois que la roue infernale commence là, à s'engranger. Oui, écoute, toi, tu as choisi les Eagles, hein? Tu as annoncé Ouais, ton choix pour ce match-là, c'est ça? Tu vas avec les Eagles. Moi aussi, je vais y aller avec les Eagles.
Parce que Bo Nix, du côté des Broncos, il est trop inconstant. Je dis pas que Denver ne peut pas gagner ce match-là, là. Loin de là, surtout qu'on mise sur une excellente défense. Donc, on vient de parler des déboires en attaque du côté de Philadelphie, puis on va affronter une des meilleures unités défensives de la Ligue. Mais Bo Nix rate trop de passes. Tu sais, lors du match de lundi soir contre les Bengals de Cincinnati, il y a des séquences où là, tu vois, un Bo Nix qui ressemble au Bo Nix qu'on avait en deuxième moitié de saison. Mais c'est ça, là, il est inconscient avec la précision de ses passes, je trouve, beaucoup trop. Donc, je ne sais pas, c'est une boîte à surprise, on dirait Bonix, jusqu'à présent, cette année. Il y a 2 semaines, contre, j'oublie, là, c'est contre quelle équipe qu'on jouait il y a 2 semaines, mais il ratait des longs passes contre les Chargers, oui. Euh, Au moins 3 fois durant le match. Il a raté Marvin Mims dans les zones profondes. Ses passes étaient trop longues. Lundi soir, il y avait des passes, encore une fois, qui manquaient de précision, trop hautes. Alors, c'est ça, le Bonix, c'est chançant son affaire depuis le début de la saison. Sur la route, à Philadelphie, je choisis les Eagles. Les Buccaneers à 3-1 vont affronter les Seahawks à Seattle, qui sont 3-1 également. Seattle est favori par 3,5. Didier, les Seahawks ont joué du bon football. La défense est vraiment excellente. Et même Sam Darnold, comme on dit par chez nous, il fait la job. 70% de passes complétées cette saison, 5 passes de toucher à ses 3 derniers matchs, moyenne de plus de 250 verges. Didier, Sam Darnold fait qu'est-ce qu'on lui demande à Seattle. Et je pense que les Seahawks, Didier, vont batailler là, pour le premier rang dans l'ouest de la nationale. Et je veux dire, je trouve que c'est une équipe vraiment en ascension, là, les Seahawks de Seattle. Je pense qu'on va devoir inviter Georges Larac au podcast pour avoir Mhm. ses impressions sur ces Seahawks et Sam Darnold. Tu te souviens-toi, lors de son passage avant le début de la saison régulière au podcast, Georges était un grand partisan des Seahawks. Lui, il ne croyait pas du tout en Sam Darnold. Faut dire que moi aussi, j'y croyais pas. Là. Mais là, Darnold joue très bien. Il évite les revirements parce que tu te souviens-toi, à la fin de la saison Ouais. dernière, avec les Vikings du Minnesota, il était victime de revirements. La protection n'était pas bonne. Il faut donner crédit à la ligne attaque des Seahawks parce qu'elle représentait un point d'interrogation avant le début de la saison. Non seulement elle fait du bon travail afin de protéger Darnold, mais on crée des brèches également pour le jeu au sol. Kenneth Walker est toujours en santé jusqu'à présent. Il connaît une très bonne saison. Marc-André, les Seahawks ont gagné leurs 8 derniers matchs sur des terrains adverses. Ça, c'est pas peu dire. Là, on va jouer à domicile contre les Buccaneers de Tampa Bay. Les Bucks ont des blessés au sein de leur ligne à Mhm. l'attaque. Et tu viens de parler de la défense des Seahawks. Ça commence avec le front. On est en mesure de générer de la pression avec Leonard Williams, Byron Murphy et compagnie. L'ancien des Cowboys de Marcus Lawrence, qui connaît un excellent début de saison à la position d'ailier défensif. On peut générer de la pression sans même blitzer du côté des Seahawks. Moi, je choisis Seattle afin de l'emporter. Ça va être difficile, je crois, pour Baker Mayfield et l'attaque des Buccaneers de Tampa Bay en raison des blessés qu'on a au sein de la ligne à attaque. Encore une fois, on enregistre le podcast mardi matin. On va devoir suivre l'état de santé justement de ces blessés-là qu'on a au niveau de la ligne offensive des Buccaneers. Mais peu importe. Avec la foule bruyante en plus à Seattle, non. Moi, je choisis les Seahawks pour gagner. On parle pas souvent des unités spéciales aussi, mais il va falloir être plus aguerri chez les Buccaneers à ce niveau-là. On s'est fait bloquer 2 bottées de dégagement déjà cette saison. C'est également Ouais, tu as bien de c'est mentionner, hein? beaucoup en 4 matchs aussi. Évidemment, les armes commencent à manquer en attaque. On a vu Emeka Egbuka qui a quand même connu un fort match sans une verge, mais c'était, on dirait, je sais pas comment, je sais pas, comment ce ballon-là est atterri dans ses mains contre les Eagles. Il a traversé une mer de joueurs. Mais bref, moi aussi, je prends les Seahawks pour l'emporter. Je pense que les Buccaneers, on est arrivé à court là, dans la remontée la semaine dernière. Et je pense que justement, la foule bruyante de Seattle, je pense qu'on va encore arriver à court cette semaine. Même si Baker Mayfield, je trouve qu'il est incroyable comme corps arrière. Là. Et je veux dire, Baker Mayfield en deuxième demi contre les Eagles, c'était beau à voir. Le gars veut pas, on pourra jamais lui reprocher son désir de vaincre et son caractère. Mais je pense qu'encore une fois, les Seahawks vont l'emporter cette semaine. Les Buccaneers vont être 3-2. Les Ouais, puis Commanders on va à 2. devoir, Oui. juste rapidement, ouais, on va devoir suivre également l'état de santé de Bucky Irving, hein. Il est sorti magané de la rencontre contre les Eagles de Mhm. Philadelphie. Puis les Bucks, tu sais, ils ont marqué 2 touchés là, de 70 verges. T'enlèves ces 2 jeux-là, tu vas me dire, ouais, ils ont réussi. Mais quand même, t'enlèves ces 2 jeux-là, puis c'est un match beaucoup plus difficile pour l'attaque. Les Commanders de Washington à 2-2 vont affronter les Chargers qui sont 3-1. Les Chargers sont favoris par 2,5.
Je pense que peut-être que la cote va changer, si vous voulez mon avis au preneur au livre, parce qu'on dit que Jaden Daniels sera de retour du côté des Commanders. C'est une excellente nouvelle pour les partisans des Commanders. Oui, est-ce que Terry McLaurin va revenir au jeu aussi? On va devoir suivre ça au cours de la semaine. Parce que là, bon, on a perdu la semaine dernière à Atlanta contre les Falcons, mais on était sans notre carrière partant, sans Terry McLaurin, notamment du côté des Commanders. Là, on s'en va aux Chargers. C'est une équipe dirigée par Jim Harbaugh. On vient de se faire surprendre à New York contre les Giants. J'avais choisi les Chargers pour gagner, étant donné là, que Jackson Dart effectué le premier départ de sa carrière. Je me disais, un carrière recrue contre la bonne défense des Chargers. Mais il y a une chose que j'avais oublié, Marc-André. Les équipes de l'Ouest, lorsqu'elles jouent à 13 heures sur la côte Est, très souvent, on connaît des lents débuts de rencontre. C'est exactement ce qui s'est arrivé aux Chargers en raison du décalage horaire. Un match commence à 13 heures pour eux. Il est 10 heures du matin. Puis on semblait endormi là, du côté des Chargers en première demi. Mais Omarion Hampton a connu un bon match, là. Tu sais, ça a Mmh. été la semaine où les deux porteurs de ballon recrues sélectionnés en première ronde, ben, finalement, là, ils ont connu leur premier match de 100 verges au sol, 128 verges et un touché du côté d'Omarion Hampton. On l'a vu avec son gros gabarit lorsqu'il courait le long des lignes de côté, à quel point il est rapide, tu sais, il est explosif pour un gros bonhomme avec sa charpente. Alors ça, c'est encourageant pour la suite des choses. Moi, je m'en fais pas trop avec la défaite des Chargers subie contre les Giants pour les raisons que j'ai données. Puis on a été surpris, je pense, par l'utilisation de Jackson Dart. On a utilisé des jeux de course planifiés du côté de l'attaque de New York. Je crois vraiment que ça a surpris la défense des Chargers. On ne s'attendait pas à ça. Mais la blessure à Joe Hall, toutefois, ça Ouais. m'inquiète. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, on était déjà privé des services de notre bloqueur à gauche, Rashawn Slater. Heureusement que Hall, qui jouait habituellement en position de bloqueur à droite, ben lui, à Notre Dame, il jouait à la position de bloqueur à gauche. Donc, l'absence de Slater ne s'est pas fait ressentir. Mais là, Hall, il a subi une entorse à une cheville. On va jouer avec deux bloqueurs réservistes. Donc, ça pourrait venir ruiner ma prédiction de la victoire des Chargers. Les Commanders de Washington, il faudrait peut-être commencer à penser à resserrer la défense aussi. On a accordé 20 jeux de Mhm. passe de plus de 15 verges cette année déjà. 27e rang dans la NFL. Donc, d'après moi, Justin Herbert, là, j'ai bien. Moi aussi, ça m'inquiète, honnêtement, la ligne à l'attaque des Chargers, mais je pense que Justin Herbert, ça pourrait être une bonne semaine pour lui. Je vous en reparle dans le segment Fantasy plus tard. Moi, je vais prendre les Chargers pour l'emporter parce que je pense qu'on est malgré tout une équipe plus complète, malgré l'incertitude sur la ligne à l'attaque. Et même si Jaden Daniels est de retour, je pense que justement, les Commanders, on a des carences en défense. Je pense que les Chargers vont remporter ce match-là à domicile. Bon, ben, on voit ça du même œil. Alors, soit qu'on aura raison ensemble ou soit qu'on aura tort. On se fera pitcher des tomates. Les Patriots à 2-2 vont affronter l'autre équipe est toujours invaincue dans la NFL, les Bills à Mhm. 4-0. C'est le match du dimanche soir. On a une question de Letech 772 sur YouTube qui nous demande les Pats seront-ils en mesure de vaincre et surprendre les Bills pour se rapprocher à un match? Didier. Bon, ben, j'imagine que le Tech est un partisan des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, possiblement. Je veux dire que non, parce que je choisis les Bills de Buffalo afin de gagner. Le match va être présenté à Buffalo. Puis les Bills, depuis le début de la saison, ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire. Bon, naturellement, ils ont une fiche parfaite de 4 victoires et aucune défaite. Mais quand tu regardes leur calendrier, Marc-André, sais-tu c'est quoi la fiche combinée de leur adversaire jusqu'à présent cette saison? Non? Une victoire et 12 défaites. Tu sais, une C'est victoire et 12 défaites. Puis ça a été un match qui a été serré beaucoup plus qu'on l'anticipait contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Tu sais, les Saints qui sont coriaces malgré le fait qu'ils ne sont pas une formation talentueuse. Ça a été serré jusqu'à ce que Josh Allen décide qu'il en avait assez, là. OK, Josh Allen, il y a eu une séquence. On se retrouvait en troisième essai et 5 du côté des Bills. Josh Allen est allé d'une course spectaculaire. Il a brisé les chevilles de Warner, le secondaire de ligne des Saints, avec toute une feinte. Puis après ça, ça a été bon pour une course de 27 verges. Là, sur le jeu suivant, il a complété une passe de toucher à Dalton Kincaid. Puis là, après ça, bon, c'était terminé pour les Saints de la Nouvelle-Orléans. Mais c'est ça, tu sais, les Bills, on fait ce qu'on a à faire. On bat de mauvaises équipes. Là, les Patriots s'amènent à Buffalo. Je pense que ça va être un match serré, mais je ne vois pas les Bills échapper cette rencontre-là. Surtout que James Cook connaît vraiment une bonne saison. Marc-André, encore une fois, Ouais. il a connu un bon match
contre les Saints à Nouvelle-Orléans. Puis ça s'enlève de la pression sur les épaules de Josh Allen. Alors non, pour la question, je ne crois pas que les Patriots vont être en mesure de causer une surprise. Bon, tout peut arriver, mais moi je choisis Buffalo. Je les trouve un peu complaisants, les Bills, dans le sens que, tu sais, on voit là, ils sont favoris encore une fois par 7,5 au preneur au livre. La semaine dernière, on se souvient, là, c'était plus de 16 ou bref, mais on dirait que je sais pas qu'est-ce que ça va donner plus tard dans la saison, mais je trouve qu'on a, comme tu l'as dit, je sais pas si être complaisant ou être ouais, ou de pas je sais pas, une question d'intensité, mais j'ai hâte de voir plus la saison avance, plus les matchs vont être vont prendre une plus grande importance si on va vraiment euh, élever notre jeu d'un cran. Tu as parlé de Josh Allen, qui s'est élevé à un moment dans la rencontre, mais je veux dire, les Saints ont été dans la rencontre, puis ça a été la même chose la semaine précédente, même contre les Dolphins, je pense, il y a quelques semaines, là, on avait vraiment, ça a été plus serré que d'anticipé. Donc, je ne sais pas si si on est complaisant du côté des Bills ou si on est sûr de nous dans le sens qu'on va l'emporter de toute façon. Mais oui, on a failli se faire jouer un tour. Les Saints, le pointage final ne reflète pas vraiment l'allure du match. Les Saints ont quand même été dans le coup. Ça a pris vraiment une performance Oui, de Josh Allen. Je veux dire, parce je sais pas ce que que tu en penses. Les Bills, je trouve vraiment que c'est ça. On est comme là, mais on n'a pas l'instinct du tueur là, que les équipes comme. Ben là, c'est sûr que les Ravens par le passé, les Chiefs ont. Là. ouais, les Saints ont bousillé des présences dans la zone critique. Là, je me souviens, notamment, là, on a essayé d'utiliser le Philly Special. Olave qui Ouais. a tenté une passe en direction de Spencer Rattler. La passe a été interceptée dans la zone des buts. Ça, on a été trop cute, là, tout simplement. Donc, si on avait marqué un touché lors de cette présence dans la zone critique, peut-être qu'on aurait pu causer une surprise. Mais du côté des Bills, peut-être que tu sais, on n'était juste pas motivé. On affronte les Saints. On sait qu'on est beaucoup plus talentueux, qu'on devrait gagner ce match-là. Alors, mais contre les Patriots, ça va être un bon test. Ça va être un bon test. Les Patriots viennent de connaître un bon match. Alors, j'ai hâte de voir justement, comme tu dis, est-ce que le Buffalo va jouer avec plus d'intensité? Peut-être qu'on s'ennuie tout simplement en affrontant les mauvaises formations auxquelles on a fait face depuis le début de la saison. Si on, si on parle des Pats, maintenant, on a reçu une question de Jean-Philippe Côté sur Instagram qui nous demande comment on qualifie le début de saison de Drake May. À votre avis, peut-il devenir le meilleur quart de sa QV? Qu'est-ce que tu en penses, Didier, Drake May? Moi, je trouve qu'il a bien fait lors du dernier match. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de Drake May d'ici là? Mis à part un premier match, quand même, coup-ci, coup-ça, depuis, il s'est vraiment replacé. Là. Ouais, il est talentueux. Moi, je suis un fan de Drake May. Il est talentueux. Tu sais, c'est une double menace. Il peut courir également. Mais de là à devenir le meilleur carrière de la QV, c'est une bonne question. Parce que la carrière de ces jeunes-là, de ces carrières-là est très jeune, naturellement. Là, c'est juste leur deuxième saison. Mais ils se retrouvent dans la même QV que Jaden Daniels. Je pense qu'on s'entend pour dire que Jaden Daniels a une longueur d'avance. Caleb Williams aussi. Mais dans 3 4 ans, c'est possible, hein. Peut-être que Drake May va avoir surpassé Jaden Daniels à long terme. Pour l'instant, l'avantage va bien sûr à la recrue de l'année de la saison dernière. Mais non, c'est une bonne question de la part de Jean-Philippe Côté. J'aime le potentiel de Drake May. Alors, c'est pas impossible qu'il devienne éventuellement le meilleur carrière de la QV 2024. Il a son atout également avec ses jambes. Là. Il peut étirer les jeux. Bref, ouais, il est quand Ouais. même une double menace, là, Il est Drake très May. jeune. C'est Ouais. ça, il est beaucoup plus jeune que Jay. Parce que Daniels a été repêché, je pense qu'il avait déjà 24 ans, au moins 23 ans, Mhm. si je me souviens bien. Alors que May, lui, avait quoi, 20 ans, 20, 21 ans? Tu sais, il est arrivé très jeune, là, Drake May, à Foxborough. Donc, à long terme, il pourrait peut-être devenir le meilleur carrière de cette QV, oui. Il a 23 ans en ce moment, Drake May, mais pour revenir au match entre Ok, les ah, Pats et bon, les ok, Bills je à m'étais trompé, l'affrontement, ouais. je pense que le succès des Patriots va passer par le jeu au sol. Je pense que ça pourrait être une bonne semaine pour les duos de porteurs de ballon de Ramondre Stevenson et même Trevion Anderson, parce que les Bills ont accordé 146 verges en moyenne au sol. C'est plus de 6 verges par course, donc ça pourrait être une bonne semaine pour les porteurs de ballon des Pats. Mais il ne faudrait pas qu'on échappe le ballon, par exemple, Didier. Mais Ouais, moi, je prends du les côté Bills de pour. Romandre. Ouais. Moi, je prends les Bills pour l'emporter quand même. Je pense pas qu'on va échapper ce match-là, moi non plus, du côté de Buffalo. Est-ce que on a Non, conclu est-ce qu'on sur a un choix les... différent? On n'a pas eu de choix différent jusqu'à Ah, présent, hein? non, mais Non? oui, on va en avoir. Inquiète-toi pas, j'ai été un peu au plus loin. Ouais? Les Ah, Chiefs, ok. les Chiefs de Kansas City à 2-2 vont affronter les Jaguars qui sont 3-1. Ce sera le match du lundi soir. Kansas City est favori par 3,5. J'ai le goût de te lancer là-dessus, Didier. Les Jaguars,
est-ce que c'est une bonne équipe? C'est une bonne défense, en tout cas. Je ne sais Ouais, pas c'est pour ça. l'attaque et Trevor Lawrence, mais la défense, Marc-André, on a joué 4 matchs, on a provoqué au moins 3 revirements dans tous nos matchs du côté de l'unité défensive des Mmh. Jaguars de Jacksonville. 4 revirements provoqués contre les 49ers de San Francisco la semaine dernière. Au total, on a provoqué 13 revirements. Alors, si tu es en mesure de provoquer autant de revirements, c'est sûr que tu vas connaître du succès. La seule chose, bon, euh, on dit habituellement, tu ne peux pas te fier sur les revirements à toutes les semaines, mais là, on en provoque depuis un mois du côté des Jaguars de Jacksonville. Ça, c'est quelque chose que je voulais mentionner absolument, là. Alors, on donne des possessions additionnelles à notre attaque. Alors, est-ce que les Jaguars sont nécessairement une bonne équipe? Moi, j'ai encore des réserves face à l'unité offensive, mais défensivement, on a du talent quand tu regardes aux 3 niveaux de cette défense-là, avec l'arrivée du nouveau coordonnateur. On joue avec énormément d'intensité, puis on ne provoque pas des revirements par chance. On met l'emphase là-dessus. À toutes les semaines, tu vas me dire que toutes les équipes le font. Ah, mais des équipes, c'est quoi qui mettent encore plus d'emphase là-dessus? Pense aux Bears de Chicago à l'époque, là, je remonte à loin, avec Lovie Smith, lorsqu'il était l'entraîneur-chef. À toutes les saisons, les Bears étaient parmi les meneurs pour les revirements provoqués. Alors, du côté des Jaguars, j'ai hâte de voir si on va continuer à provoquer autant de revirements. Mais si c'est le cas, ben, les Jaguars vont participer aux éliminatoires. Wow! Didier, 9 interceptions depuis le début de la saison, les Jaguars. On a commis 13 revirements provoqués. À soupe plus 9, c'est au premier rang dans la NFL. Et j'aimerais parler de l'attaque au sol également des Jaguars de Jacksonville. Travis Etienne connaît un début de La saison. renaissance de Travis Mais Etienne. c'est épouvantable. Deuxième attaque au sol dans la NFL la plus prolifique en ce moment, les Jaguars de Jacksonville. Le seul problème, c'est que l'attaque, le jeu aérien ne fonctionne pas, mais on a quand même Shane Waldron comme coordonnateur du jeu aérien, donc c'est peut-être ça le problème, Shane Ouais. Waldron. Écoute, ça n'a pas eu de succès à Seattle, on en parlera à Jackson Smith et Njigba, pas eu de succès avec les Bears non plus. Bref, je ne veux pas jeter la pierre à personne, là, mais il y a peut-être un lien de cause à Non, non, on effet va lui ici. lancer. Donc, On va lui lancer. Partout où il va, tu sais, les attaques aériennes en arrachent. Je ne sais pas pourquoi on continue de ouais. l'embaucher. En tout cas, il doit avoir des bons amis à travers la NFL. Mais qu'est-ce Et que du tu viens de côté des mentionner? Le jeu au sol, excuse-moi de t'interrompre, mais le jeu au sol des Jaguars, jumelé à cette défense qui provoque des revirements, ça peut être une recette qui t'amène en éliminatoire, là, mmh sans même avoir besoin de Trevor Lawrence et de l'attaque aérienne. On parlait tellement des Colts en début de saison et d'Indiana Jones. Les Colts et les Jaguars ont présentement la même fiche, donc c'est quand même assez Ouais. fascinant ça. Et je trouve que Travis Etienne, c'est le Bucky Irving un peu l'année dernière là, qu'on a vu sur Liam Cohen. Je pense que c'est le même. Écoute, Liam Cohen, force est de constater que le jeu au sol, il connaît ça parce qu'il a fait débloquer Bucky Irving. Même Rashad White là, a connu du succès dans l'attaque des Buccaneers également. Et là, c'est la même chose pour Travis Etienne. Il y a vraiment quelque chose vraiment dans le système de Liam Cohen qui permet aux porteurs de ballon de connaître du succès. Et si on parle rapidement du côté des Chiefs, Didier, le retour de Xavier Worthy, on a vu à quel point on a parlé de dynamiser l'attaque avec Davis Alexander, Mhm. mais ça a été la même chose avec Xavier Worthy. On l'a utilisé à toutes les sauces, dans le champ arrière, comme receveur de passe, comme porteur de ballon. Ça a vraiment été la bougie d'allumage là, des Chiefs lors du dernier match. Et Kansas City a marqué 7 fois lors de ses 8 premières possessions de la rencontre. Alors, on en a parlé tout à l'heure, 270 verges par la passe pour Patrick Mahomes, 4 passes de toucher. Worthy a été productif en termes avec ses réceptions, mais également au sol. On l'a utilisé au sol. Donc oui, ça, là, ça fait une différence, il n'y a aucun doute là-dessus, là, du côté de l'attaque des Chiefs. Mais encore une fois, la défense des Ravens est tellement mauvaise depuis le début de la Ouais. saison. Je vais me garder un peu de gêne du côté de l'attaque des Chiefs. Là, ça va être un test sur la route à Jacksonville. Pas nécessairement la foule la plus hostile, on s'entend, mais quand même. Et surtout, contre la défense, on vient de parler de l'unité défensive des Jaguars. Donc là, ça va être un test. Je vais faire confiance à Patrick Mahomes et les Chiefs. Je crois qu'ils vont aller à Jacksonville et l'emporter. Là, c'est un beau début, c'est une belle histoire. Là. Les Jaguars, on vient d'en parler. Mais là, je ne crois pas qu'ils vont être 4-1. Là. Donc, je vais donner la victoire à Kansas City. Ce sera un test pour les Chiefs, pour l'attaque des Chiefs. Ce sera aussi un test pour l'attaque des Jaguars. Je veux dire, on a un jeu au Oui. sol. Est-ce qu'on va pouvoir rivaliser avec les Chiefs? Je pense que c'est vraiment un match significatif pour les Mhm. deux équipes. Moi, je pense que les Chiefs vont l'emporter également sur la route parce que on parle ici, ils ont un avantage au niveau de l'expérience également.
La plupart des joueurs des Chiefs, bon, on connaît un peu la ritournelle, mais ouais, c'est un match, étonnamment, c'est un match fort intéressant pour un match du lundi soir. J'ai bien hâte de voir cet affrontement-là entre ces Mhm. 2 formations. Si on y va en rafale maintenant, Didier, les Vikings à 2-2 Voilà, vont affronter j'espère les qu'on va avoir Browns. des choix différents, là. Peut-être sur C'est celle-là, là, je sais pas. Ouais? Euh, oui, c'est ça. Les Vikings à 2-2 vont affronter les Browns à 1-3. C'est un match à Londres. Ce sera dimanche matin. On a une question de Samuel Tardif Robitaille qui nous demande via Instagram est-ce que vous pensez que les Browns de ne pas mettre une de leurs recrues au poste de carrière parce qu'ils sont tout simplement pas niveau? Attends un peu, là. C'était pas été écrit. J'aurais dû la lire avant. Euh, est-ce que vous pensez que les Browns ne mettent pas une de leurs recrues au poste de carrière parce qu'ils ne sont tout simplement pas niveau et qu'ils veulent conserver leur valeur pour en échanger un des 2? Didier, alors oui, on a reçu une question. Non. Est-ce que vous pensez que les Browns, bon, gardent leur corps recru sur le banc Ouais. pour pouvoir tenter comme monnaie d'échange, en gros? Et ça n'a pas été Ouais, facile, ben, ça. non, 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 mais tu l'as eu, tu sais, on a compris finalement. Ben là, il y a des rumeurs, là. Encore une fois, je répète, on enregistre ce podcast mardi matin, mais Kevin Stefanski, après la rencontre des Browns la semaine dernière, il n'a pas fermé la porte là, sur la possibilité d'aller d'un changement de carrière. Parce que Joe Flacco, Marc-André, là, écoute, Joe Flacco, là, en 4 matchs, c'est le carrière qui a tenté le plus de passes dans la NFL, 160 passes tentées. Pourcentage de Ça, passes on aime. complétées, 58,1. OK? Ça, c'est Ah, bon pour le 32e rang dans la NFL. Il y a juste 2 passes de toucher. Ça, c'est bon pour le 34e rang. Le deuxième plus haut total d'interceptions, 6. Il y a juste Geno Smith qui a été victime de ouais. plus d'interceptions. Smith en a 7. OK? Il est dernier pour la cote d'efficacité à 60,3. Alors, là, il a été victime quoi? De 3 revirements, 2 interceptions, un échappé la semaine dernière. Il joue comme une recrue, là, Joe Flacco. Donc, s'il est pour jouer comme une recrue, envoie un de tes jeunes. T'en as repêché 2 carrières. Dylan Gabriel est carrière numéro 2. Alors, il est possible que Gabriel obtienne le premier départ de sa carrière dimanche contre les Vikings du Minnesota. On enregistre le podcast mardi matin, donc on n'a pas l'information encore, mais c'est une possibilité. Alors, tout ça pour dire, pour répondre à la question de Samuel Tardif Robitaille, donc, on conserve nos 2 jeunes quarts parce qu'on vient de les repêcher. On ne les a pas évalués encore. On était à la recherche de carrière du côté des Browns. Alors, il n'est pas question de les échanger pour avoir d'autres choix au repêchage, là. Donc là, le moment est venu de faire un changement à la position de carrière à Cleveland, Marc-André. C'est aussi simple que ça. Le moment est venu d'évaluer nos 2 jeunes carrières parce que notre vétéran carrière joue comme une recrue de toute façon. La ligne offensive des Vikings aussi, est-ce que ça t'inquiète? On a vu que les Steelers, ils en Oui. ont eu plein les bras face aux Steelers. Je pense que c'est pas tellement un bon remède de voir les Browns devoir affronter Et les leur Browns cette excellente ligne semaine. défensive. Ouais, Oui, ben, ouais, parce qu'on avait déjà des blessés au sein de la ligne à l'attaque. Là, dès le début de la rencontre contre les Steelers, on a perdu les services du bloqueur à droite, O'Neill. Après ça, on a perdu les services du centre Ryan Kelly. Alors, on va devoir suivre ça au cours de la semaine afin de voir s'il sera en mesure de jouer. Ça pour dire qu'on a accordé 7 sacs aux Steelers de Pittsburgh. Et on a pris d'assaut Carson Wentz. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a même ramené les Vikings dans le match. Mais cette ligne à l'attaque-là, ouf, elle est maganée contre l'excellente ligne défensive des Browns, Miles Garrett, Mason Graham. Je ne sais pas si tu te souviens lors du repêchage, moi je n'étais pas nécessairement un fan de ouais. Mason Graham. Il semble que j'avais tort. Il est en mesure de repousser la pochette. Puis on crée de la pression au centre de la ligne défensive avec Graham et Malik Collins. On a une rotation avec 5 ailiers défensifs. Marc-André, on a beaucoup de profondeur. On envoie des forces fraîches face à une ligne à attaque qui est décimée. Je pense que tu vois où je m'en vais. Je choisis les Browns pour l'emporter, pour gagner à Londres contre les Vikings du Minnesota. Peu importe si c'est Joe Flacco ou Dylan Gabriel au poste de quart, je pense que ça va juste être trop la défense des Browns contre cette ligne défensive, cette ligne à l'attaque plutôt des Vikings qui est décimée par les blessures. On est en train de Entendu faire ton petit cri, donc j'imagine que tu prends les Browns aussi. Ouais, j'avais pris les Browns, moi aussi, parce que je pense Hmm. que Carson Wentz va vivre un enfer, lors du match à Londres. Puis je pense que ouais, c'est ça, Mason Graham, là, moi aussi, je pense qu'on est en train de faire passer la transaction de Travis Hunter, là, du côté des Browns pour peut-être
Ça a été génial, ça a été un bon coup finalement du côté des Browns. On s'est fait du capital au repêchage, puis on a eu un joueur qui nous rend de bien meilleurs services que Travis Hunter le fait aux Jaguars en ce moment. Donc moi aussi, je prends les Browns. Je Ouais. pensais te surprendre ici, mais oui, bon, écoute, moi, ça sera pour une autre fois. Les Texans à 1-3 vont affronter les Ravens Ouais, qui ont mais 1. une chose, je veux dire, Vas-y, Marc-André, vas-y, vas-y. excuse-moi, rapidement, puis sur les Vikings, la défense des Vikings, elle est bonne aussi. Là. Elle n'a pas connu un fort match la semaine dernière contre les Steelers de Pittsburgh. Mais là, si tu l'envoies que ce soit contre Joe Flacco qui connaît une saison misérable ou Dylan Gabriel qui va effectuer le premier départ de sa carrière, là, on pourrait provoquer des revirements et l'emporter. Ça, c'est le scénario comment je peux voir les Vikings gagner la rencontre. Et souvent, on n'a pas de bande vidéo de Dylan Gabriel. On sait souvent qu'un corps recru à son premier départ. On a vu Jackson Dart la semaine dernière, hein. On a surpris un peu tout le monde. Ouais. C'est un peu ça. Lorsqu'on n'a pas de. On ne peut pas analyser le corps avant. Parfois, le premier départ d'un corps recru, c'est quand même, ça se passe bien. C'est par la suite que les choses se gardent quand les équipes Ouais, font c'est des vrai. ajustements. Les Texans à 1-3 vont affronter les Ravens qui sont également 1-3. Il y a Noah via Instagram qui nous demande est-ce que les Ravens ont une chance de faire les éliminatoires selon toi? Tu en as parlé dans ta réaction excessive, mais là, à tête reposée, est-ce que tu crois qu'ils ont une chance de faire les éliminatoires? Ouais, ben oui, c'est sûr, ils ont toujours des chances. Hein. Il y a juste un mois du calendrier régulier qui est passé, mais en raison des nombreux blessés, alors je doute qu'on sera vraiment là, en mesure de participer aux éliminatoires du côté des Ravens. Puis je sais que ça peut paraître aberrant de dire ça, puisqu'il y a quelques semaines à peine, les Ravens étaient considérés pour des aspirants au Super Bowl. Mais il arrive un point où l'équipe peut avoir trop de blessés, puis ça va dérouter la saison. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui arrive là, du côté des Ravens de Baltimore. On parle de joueurs de qualité. Là, je les ai nommés tout à l'heure, je ne vais pas les renommer. Puis on va voir si Lamar Jackson même sera en uniforme. Parce que là, notre carrière réservée, c'est Cooper Rush. Donc, je pense pas qu'on sera en mesure de connaître du succès si c'est Rush qui est au poste de quart arrière. Alors, merci à Noah pour sa question, mais je pense vraiment sincèrement que les chances des Ravens de participer aux éliminatoires sont très minces présentement. Moi, ce match-là, Didier, je savais pas sur quel pied danser parce qu'on enregistre mardi, puis on n'a pas. J'ai pris les Ravens en ce Ouais. moment, mais je prends pour acquis que Lamar Jackson va être au poste de quart. Je pense que les Texans, c'est une moins. Les Texans sont une bien moins bonne équipe que les Chiefs, les Lions ou les Bills du côté des Ravens. Je pense qu'on est à domicile également. Je pense qu'il va y avoir question de Mhm. fierté. Je pense que la défense pourrait connaître un meilleur match. On a quand même accordé 133 points en 4 matchs. C'est simplement épouvantable. J'ai pris les Ravens, mais si c'est Cooper Ouais. Rush, écoute, je vais prendre les Ravens. Là. Je sais que Guillaume s'en va en voyage. Je ne fais pas changer mon choix. Je vais prendre les Ravens, mais écoute, je ne serais pas surpris de voir les Texans. Et Dieu sait que je vais insérer Woody Marks dans ma formation fantasy aussi. C'est peut-être ça qui va me faire changer d'idée dans mon cœur. Mais je vais prendre les Ravens pour l'emporter à domicile, mais je suis vraiment pas convaincu de celle-là. Ouais, Rudy Mars qui amène de la vitesse à l'attaque des Texans d'Houston dans le charrière, puis on en a besoin. Ce Nick Chubb, bon, il est plus rapide, là. On voit il est quand même assez limité. Donc, ouais, Woody Marks qui a connu un bon match. Choisis les Ravens, mais moi, je vais me prévaloir de mon droit de changer mon choix. Si Lamar Jackson n'est pas là, je vais prendre les Texans de Houston. Parce que je vois pas comment on va générer de l'attaque avec tous les blessés qu'on a, même si Derrick Henry est toujours là. Mais la défense des Texans, elle est très bonne. Alors, avec Cooper Rush au poste de quart, moi, je change mon choix. Là. Je ne peux pas endosser Cooper Rush d'aucune façon. Les Giants à 1-3 vont affronter les Saints en la Nouvelle-Orléans qui sont 0-4. Les Giants sont favoris par 1,5, donc ça veut dire qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre au preneur au livre. Évidemment, du côté des Giants, on peut parler de la lourde perte, là, celle de Malik Neighbors pour la Mm. saison qui vient vraiment, là, ça vient de faire mal aux Giants. On venait de peut-être voir la lumière au bout du tunnel avec des performances de Jackson Dart et de Cam Scadebo là, dans les dernières semaines. Puis là, de perdre Malik Neighbors, qui a été victime encore une fois de la surface du MetLife Stadium. Didier, est-ce que la perte de Malik Neighbors va être. Eh ben oui, elle est importante, mais est-ce que ça va permettre aux Saints de signer une première victoire cette saison? Eh bien, oui, Marc-André. Les Saints vont aller Wow! chercher leur première victoire de la saison à domicile contre les Giants de New York. Et c'est vraiment triste de voir la blessure de Neighbors. Tu as vu, là, il était sur le terrain, il criait, tenait son genou. Ça avait vraiment l'air douloureux.
pauvres partisans des Giants. L'atmosphère était électrique au MetLife Ouais. Stadium pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, étant donné que Dart effectuait le premier départ de sa carrière. On a gagné le match, mais on a perdu Neighbors. Ça va nuire au développement de Jackson Dart aussi, Marc-André. Tu perds ton Mhm. receveur numéro un, là. Ça va avoir un impact sur son développement. Euh, Puis Jackson Dart, en passant seulement 111 verges par la passe. Ça n'a pas été une grande performance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a surpris les Chargers avec les courses, la façon dont on l'a utilisé au sol, des courses planifiées. On ne s'attendait pas à ça, j'ai l'impression, du côté de Los Angeles. Là, il va devoir passer le ballon. Les Saints ont été coriaces. Puis crois-moi que les joueurs des Saints, là, ils vont être gonflés à bloc. Parce que eux, ils le savent que ça va être une de leurs rares opportunités de gagner un match cette année. Ils vont tout donner contre carrière recrue, victoire de la Nouvelle-Orléans. Spencer Rattler a une fiche de 0-10 comme partant dans la NFL et après la semaine numéro 5, il sera Hmm. 1 et 0-11. Je 10. prends les Giants pour Ah ouais! l'emporter. Ah! Je, Ah, tu je prends les prends les Giants, j'étais Giants sûr que tu allais venir de mon côté. Ah, et je prends les... tu crois à Jackson Dart? Tu crois que Ouais, Brian ouais, ouais, Dable ouais, va sauver absolument. ton... As-tu vu Brian Dable après? Écoute, c'est tout Ouais. juste, hein, s'il ne peut pas se retenir d'embrasser à pleine bouche Jackson Dart, il serrait dans son bras, dans ses bras, pour l'espace d'une semaine, son emploi. Au moins, il a une sécurité d'emploi, mais ça va être un retour sur Terre, moi, je pense, cette semaine. Tel François Legault et sa sœur, on s'en souvient, lors des élections. Les Hum. Cowboys à Ouf. 1, 2 et 1 Pourquoi t'as vont ramené ça? affronter J'avais effacé ça de ma mémoire. les Cowboys. Ça va être fatigant depuis jusqu'à la fin de la saison. Les Cowboys qui sont 1, 2 et 1 vont affronter les Jets à 0 et 4. Eh ouais, On a la une question nulle. de... Ouais, oui. C'était un match tout simplement spectaculaire. Bref, on a une question de Joe Blow 1224 via YouTube. Alors, la NFL devrait-elle copier les règles de la NCAA relativement à la prolongation? Évidemment, on fait référence au match qui s'est Mhm. soldé 40-40, deuce au tennis, qu'on dit, euh, Ouais, dimanche soir. égalité. Dimanche soir, d'égalité. Est-ce que, Didier, on devrait adopter les règlements de la NCAA qui ressemblent au règlement de la Ligue canadienne aussi? Là, on a des possessions et tout. Qu'est-ce que tu en penses pour toi, le règlement de la prolongation? Pourquoi pas? Pour avoir un spectacle, puis j'en parlais avec Bruno Hippel là, quand on faisait le match du lundi soir, puis on se mettait à jaser là, des rencontres de la NFL là, du week-end. Puis c'est ça qu'on disait, les deux, on disait pourquoi pas adopter un système similaire à celui du football universitaire américain ou de la Ligue canadienne. Tu donnes une possession au 35. Puis on y va à cumuler mieux le même principe que les tirs de barrage. Une possession au 35, tu commences avec le ballon 35 et tu dois y aller pour deux, Marc-André. Converti de 2 points. Pourquoi pas faire ça, là? Plutôt qu'avoir une prolongation qui, au bout du compte, t'amène à un match nul. Au moins, serait assuré d'avoir un gagnant. Ça fait en sorte que les matchs ne durent pas, ne s'éternisent pas. Parce que ça, c'est une chose du côté de la NFL. On ne veut pas que la prolongation dure trop longtemps, étant donné que ça a un impact sur la performance des joueurs la semaine suivante. Alors, moi, je dirais, ouais, de faire comme la Ligue canadienne ou le football universitaire américain. Puis ça serait excitant également de voir ça. Benoît Rowe via Instagram nous demande: Salut les gars, encore divertissant de vous écouter. Merci beaucoup, Benoît. Je veux avoir votre avis. Est-ce que ce sont les Packers qui sont overrated, qui sont donc surestimés, ou bien les Cowboys qui sont sous-estimés à la suite du match de dimanche soir, Didier? Est-ce que les Cowboys sont sous-estimés selon toi? Ouais, merci Benoît pour ta question. Je pense que les Cowboys sont sous-estimés. Ils n'ont pas de défense. Ça, encore une fois, là, la défense est faite traverser par Jordan Love, par Josh Jacobs, qui a connu un gros match. Tour du chapeau pour Romeo Dobbs, 3 touchés. Non, je pense que les Cowboys sont classés, pour ne pas dire ratés. Là. Ouf, ça sonne horrible de dire ça, mais ils sont classés au bon endroit. Par contre, les Packers, là, j'ai des gros doutes là, du côté de Green Bay. Après les 2 premiers matchs, là, moi, j'avais embarqué sur le bandwagon des Packers jusqu'au Super Bowl 60 à San Francisco. Là, j'ai mis un pied à l'extérieur, Marc-André. OK? J'ai mis un pied à l'extérieur du bandwagon de Green Bay. La défense était horrible. La défense était pitoyable contre les Cowboys. CD Lamb n'était même pas là. Tout ce qu'on avait à faire, c'était de couvrir Josh Pickens. Puis on a laissé Pickens connaître son meilleur match qu'il a depuis son arrivée à Dallas. Ça a comme été une douche froide pour moi, là.
cette performance-là d'unité défensive des Packers de Green Bay. Alors, pour l'instant, oui, les Packers sont surévalués, mais la saison est encore jeune. Mais pour l'instant, afin de répondre à la question de Benoît, les Cowboys sont classés au bon endroit, OK? Mais les Packers, présentement, sont surévalués. Là. On va devoir apporter des ajustements en défense. J'ai tellement voulu sortir de Dak Prescott au niveau fantasy, j'allais quoi dans trois équipes. J'ai fait jouer Sam Darnold dans un, j'ai fait jouer Mhm. Jared Goff dans l'autre et Ah Geno Smith. non! Geno Smith également. Ah, Donc, j'ai à la laissé ah, 31 points sur mon banc. Mais écoute, trust the hmm, process, comme on dit. Là. Le processus était que la défense des Packers allait faire la vie dure aux Cowboys et que Dak Prescott avait plus d'armes. Écoute, je me suis peut-être trompé. Écoute, des fois, là, je vous offre des conseils, mais j'ai droit à l'erreur, moi aussi. Là. Je suis pas. On dit que ah, la NFL, t'es c'est humain, t'es imprévisible. humain. Ben, c'est ça. J'avais pas vu venir cette performance de Dak Prescott-là. Écoute, est-ce qu'il va pouvoir répéter ça 2 semaines en ligne, 2 semaines de façon consécutive contre les Jets? J'ai pris les Cowboys pour l'emporter. Que les Jets, on va voir Mhm. Tyrod Taylor au poste de quart. Je sais qu'on va voir ça sur les réseaux sociaux cette semaine, hein. Justin Fields, ça a vraiment pas été facile. Hem, mais moi, je prends les Cowboys pour Ouais, l'emporter encore une fois contre les Jets. ouais, mais je pense que les Jets vont continuer avec Justin Fields là, quand même. Là. Tu sais, il a fait des jeux avec ses jambes, là, son toucher au sol a été tout à fait spectaculaire. Là. Écoute, je pense que c'est juste Lamar Jackson qui aurait pu réussir ce genre de course-là pour un toucher. Choisis Dallas, bien que j'ai aucune confiance aux Cowboys, mais les Jets défensivement, je dis, si Tua a pu connaître un fort match, il me semble que Dak devrait faire la même chose contre la défense des Jets, même si le match va avoir lieu au MetLife. Je choisis les Cowboys. Les Colts d'Indianapolis vont recevoir les Raiders. Les Colts sont 3-1, les Raiders 1-3. On a une question également de Bernard, encore une fois, qui nous demande les Raiders, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Sérieusement, quel changement il devrait apporter au sein de l'équipe? Je m'attendais à une équipe compétitive, mais vraiment pas impressionné à date. J'adore votre podcast. Bon, on a vu l'émergence d'Ashton Genty. Didier, il est devenu la première recrue des Raiders à obtenir 3 touchés dans un match depuis Bo Jackson en Mhm. 1987. Mais Beau, mon les gars. Colts. Ouais, exact. Les Colts sont favoris par 6,5 au preneur au livre. Je pense que les Colts vont se ressaisir après avoir subi une première défaite et vont l'emporter contre les Raiders parce que même si on a des blessures dans la tertiaire là, du côté des Colts et même si on accorde quand même beaucoup de verges au sol, je pense que les Colts forment une bien meilleure équipe que les Raiders. La défense des Raiders, elle est tout simplement excellente. C'est le remède pour les Colts. C'est parfait. L'arrivée des Raiders à Indianapolis, le timing ne pouvait pas être mieux. Les Colts viennent d'encaisser leur première défaite de la saison. Puis c'est un match qu'ils auraient dû gagner contre les Rams. Ça, on a dit la semaine dernière que cette rencontre-là était un test pour les Colts. Les Colts auraient dû gagner ce match-là. Le pauvre Adonai Mitchell, il a coûté 2 touchés à Indianapolis. Premièrement, bon, tu as vu sa bourde, j'imagine, lorsqu'il a réussi Mhm. un catch tout à fait spectaculaire, court le long des lignes de côté, puis là, il échappe le ballon avant d'entrer dans la zone des buts. Imagine-toi. Là, après ça, il y a Jonathan Taylor qui est allé d'une course spectaculaire pour un toucher. Mitchell, pénalité pour avoir retenu. Indianapolis aurait dû gagner ce match-là, mais c'est parfait. On va retrouver le chemin de la victoire face à cette horrible équipe des Raiders. Puis pour répondre à la question, moi aussi, je m'attendais à mieux de la part des Raiders. Je m'étais dit l'arrivée de Pete Carroll et de Geno Smith, ça va stabiliser les Raiders. C'est vraiment pas le cas. Smith mène la NFL pour les interceptions. 3 interceptions contre les Bears. Il est rendu à 7 pour la saison. Il est devenu une machine à revirement. La ligne à attaque, elle est mauvaise. Pas en mesure de protéger Geno Smith. Là, finalement, on a créé quelques brèches pour Genty. Il a connu un bon match, mais ça, je pense que c'est plus dû au fait que la défense des Bears, elle n'est pas bonne non plus. Alors, les Colts vont se replacer. Ils ont été victimes de 3 revirements contre les Rams. C'est ça qui leur a coûté le match, en plus des bourdes d'Adonai Mitchell. Victoire des Colts. Ce sera sans Tyreek Hill qui sera absent pour le reste de la saison que les Dolphins, avec leur fiche de 1-3, vont Mm. affronter les Panthers en Caroline, qui sont également 1-3. Caroline est favori par 1,5. Évidemment, ça c'est quand même c'est les balbutiements, là, c'est primaire. Mais oui, j'ai été surpris de voir que les Ouais. Panthers étaient favoris. Pour dire que c'est la seule victoire des Panthers cette année, elle est survenue à domicile. Par contre, même sans Tyreek Hill, je pense que les Dolphins sur papier représente une meilleure formation. J'ai pris les Dolphins dans ce match-ci. Mon Dieu, que c'était pas beau à voir, hein, la blessure de Tyreek Ah, Hill. Euh, Écoute, peut-être qu'on assiste à la fin de sa carrière, surtout sur un joueur qui mise énormément sur la vitesse.
Donc, en tout cas, c'est ça. Là. C'est vraiment pas beau à voir. J'ai hâte de voir là, les nouvelles, les mises à jour sur son état de santé. Une dislocation du genou, probablement plusieurs ligaments de déchirés. Bref, euh, en tout cas, on va lui souhaiter bonne chance à Tyreek Hill. Je sais, c'est pas tout le monde qui l'apprécie, mais tu veux jamais voir un joueur subir ce genre de blessure-là. Choisis les Dolphins pour gagner. Ils sont en mesure d'aller chercher une première victoire. Les Panthers, je sais toujours pas comment ils ont fait pour gagner 30-0 contre les Falcons d'Atlanta, mais je choisis Miami pour gagner. Là. Je peux pas endosser la Caroline. Désolé. Les Titans à 0-4 vont affronter les Cards qui sont 2-2. L'Arizona est favori par Mais 9,5. qui te choisit, toi, c'est entre Miami et Caroline? Ah, Excuse-moi. j'avais pris les Dolphins, je l'avais dit au début, excuse-moi. Aussi, Je ouais, l'avais ok, dit au ok, début. excuse-moi. Ouais, ouais. Ok. Titans 0-4 contre les Cards qui sont 2-2. Arizona favori par 9,5. Donc, comme je le disais, c'est difficile, les Titans. Didier, on parlait de ligne à l'attaque. J'ose espérer qu'on va faire le plein de joueurs de ligne lors du prochain repêchage parce qu'on va avoir le premier choix, où on va avoir un choix élevé assurément là, dans toutes les rondes. J'espère qu'on va mieux protéger Cam Ward. 17 sacs alloués en 4 matchs. On n'a pas inscrit de toucher, en fait, dans deux des 4 matchs cette saison, Didier. Qui te choisit là-dessus? J'imagine que tu penches comme moi. Mais écoute, je vais faire mon choix en premier. Moi, je prends les Cards parce que je pense que Vas-y. les Cards, ça va être une formation cette saison qui vont battre les mauvaises équipes, mais qui vont perdre contre les bonnes équipes. Ça va être une formation de milieu peloton. C'est une mauvaise équipe que c'est des Titans choisis les Cards. Ah, ben ouais, c'est une bonne analyse, je pense, des Cardinals d'Arizona. Moi aussi, je vais choisir l'Arizona pour gagner. Hey, du côté des Titans, là, tu sais, Brian Callahan, euh, il a délaissé la sélection de jeu. C'est le premier match là, que son assistant sélectionnait les jeux en attaque. On a perdu par jeu blanc. Imagine-toi. Déjà qu'on réclame la tête de Callahan au Tennessee. C'est désastreux là, ce qui se passe du côté des Titans. Alors, ouais, victoire des Cardinals. Et la question de Calvin Ridley là, cette semaine, là, pour ceux qui se demandent au niveau fantasy, qu'on me demande tout le temps. Là, gardez-le sur votre banc si vous pouvez, mais si vous êtes vraiment mal pris, vous pouvez le libérer. Là. Je pense je veux dire, on n'aura rien de bon le temps aussi longtemps que la ligne à l'attaque ne sera pas améliorée du côté Et que Brian des Titans. Callahan sera l'entraîneur-chef. Ouais, il là là. Et en terminant, les Lions de Détroit à 3-1 vont affronter les Bengals qui sont 2-2. Détroit est favori par 10,5. Évidemment, on a vu la performance de Jake Browning là, dans le deuxième match hier et ça a mené à cette cote au preneur au livre à Vegas. Didier, moi j'ai pris les Lions pour l'emporter parce que justement, les Bengals, c'est difficile avec Jake Browning. Donc moi, je prends les Lions pour l'emporter celle-là. Et Aiden Hutchinson a connu tout un match la semaine dernière. Marc-André, 2 sacs, un échappé provoqué, 9 pressions et 2 plaqués pour perte. Il était constamment dans le champ arrière. Il connaît vraiment un excellent début de saison, comme ça avait été le cas l'année dernière avant de se blesser. Euh, les Lions, hein, c'est sûr, choisis les Lions. Là, ça va être un premier départ pour Jake Browning à domicile. Là. Ses 2 premiers départs avaient été sur des terrains adverses à Denver lundi soir. La semaine dernière, c'était au Minnesota, oui, contre les Vikings. Mais je pense que les Lions, là, sont une des meilleures formations de la NFL. Ça va être trop. Alors, une belle victoire des Lions de Détroit contre les Bengals. Vikings, Broncos, Lions, on a quand même. C'est difficile pour Jack Browning, OK, mais il affronte quand Ouais, même en des plus, défenses redoutables en plus pour. C'est pas facile à ce niveau-là. On a reçu une question en terminant de la part de Marc ou Marc via YouTube qui nous demande quels joueurs ont le plus de chances d'être échangés d'ici la date limite des transactions dans la NFL. Je pense que Tyreek Hill aurait été un nom populaire, mais là, vu qu'il est blessé pour la saison, on devra oublier ça. Selon toi, Didier, quels sont les joueurs qui sont le plus susceptibles d'être échangés? on vient de parler des Bengals. Trey Hendrickson. Trey Hendrickson, là, qui avait fait la grève, souviens-toi, lors du camp d'entraînement. Finalement, il a obtenu une augmentation de salaire, mais c'est juste pour 1 an. Alors, pourquoi pas l'échanger? Pourquoi pas l'envoyer à Détroit? Imagine-toi ça. Aiden Hutchinson, Trey Hendrickson de l'autre côté. Hey, ils vont terroriser les carrières adverses. Alors, moi, c'est mon nom là, pour une transaction à la date limite des transactions. Il reste que quelques semaines là, tout de même avant la Mhm. date limite des transactions. Mais les Bengals, ça s'en va pas nulle part. Hendrickson est rendu dans la trentaine. Il demeure un bon joueur. Les Lions, s'il y a quelque chose qui manque à cette défense-là depuis des années, c'est un autre chasseur de quart à l'opposé d'Aiden Hutchinson. Alors, pourquoi pas l'envoyer à Détroit, là? Là, les Lions, là, ils sont déjà des aspirants au Super Bowl. Mais là, c'est ça. Là. S'il y a quelque chose qui manque, c'est exactement ça. Alors, moi, c'est mon candidat à être échangé à la date limite des transactions, Trey Hendrickson.
On parlait de Calvin Ridley il y a quelques instants. Ça peut être un nom aussi, là, comme receveur numéro 2 une équipe avec un corps arrière, puis avec une ligne à l'attaque. Ça peut peut-être être une option, selon moi, Calvin Mhm. Ridley. Ça serait intéressant de voir, mais c'est ça, les équipes qui ne sont plus dans la course. Là, j'ai vu que, bon, les Texans, on a procédé à une transaction, là, Cam Robinson, qui était laissé de côté de toute façon. On a échangé également le joueur de Lui, ligne. il est échangé à tous les ans, Cam Robinson. Est-ce que je me trompe? C'est Moi, je me comme... demande s'il y a plus qu'un Cam Robinson, tellement il est échangé souvent. Il y en a-tu deux, genre, ou trois? Tu sais, je veux Non, dire. c'est là même. C'est toujours le bloqueur là, qui se promène d'une Ouais. équipe à l'autre. Ouais. Voilà, ça conclut notre tour d'horizon des matchs de la 5e semaine d'activité dans la NFL. Bon, ben écoute, on va jeter un coup d'œil maintenant au classement, oui, du pool là, de prédiction du podcast Le Sac du Quart. Une bonne semaine pour moi. Tu vois, j'ai rebondi, là. OK, la semaine dernière, ça a mal été. Mais là, ben, entre nous trois, ben, c'est moi qui ai la meilleure fiche. 11-4. Toi, tu as été 10-5 la semaine dernière. Donc, tu vois, Mhm. là, je suis revenu, Marc-André. Je te l'avais dit. Je suis à un match de toi. Ouf. Ben là, pour Guillaume, oh mon Dieu, ça a été difficile. 6-9. 40 victoires. 40-23 s'affiche. Et on a juste un meneur maintenant au niveau des gens qui ont participé au pool. C'est Polo 61, 51 et 12. Wow! Chapeau, Polo 61. chapeau. Oui, Je suis à 6 ouais, matchs, vraiment, donc, de définitivement. polo. Oui, C'est jeune. oui, quand même. Alors, ouais, la saison est jeune, donc tu peux peut-être le rattraper. Ouais, 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 Moi, je en suis à étant... 7 de Polo. ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai bien hâte de voir. Va falloir peut-être commencer à être plus osé bientôt, mais pour l'instant, ça va. En espérant qu'il Ouais, n'y ait je pas trop de regarde là, nos surprises cette choix. semaine. Ouais, ah, il y en a tout le temps. Ça, on n'est pas à l'abri de ça, Marc-André. Il y en a tout le temps. Mais je regarde nos choix ici. Alors, je suis le seul à avoir choisi les Saints entre nous trois. Ouais, Guillaume a choisi les Broncos contre tes Eagles. ouais, Ah, moi, ouais. j'ai pris les Texans contre les Ravens. Ah, si le Mar est pas là, ça va être bon pour moi. Alors, c'est ça. Puis après ça, on est pas mal pareil. Guillaume a pris les Ouais, Bucks contre les Seahawks. On va voir qu'est-ce d'accord. que ça va donner. Mais bon, je Yes. suis content de m'être replacé là, après une semaine difficile. Bon, maintenant, on va y aller de tes conseils Fantasy Football, Marc-André. On va commencer avec la position de carrière, comme on le fait à toutes les semaines. Quel est le carrière que tu suggères d'avoir absolument au sein de la formation partante pour la 5e semaine? Ça a été difficile pour Justin Herbert face aux Giants lors de la semaine numéro 4. 14 points fantasy seulement, c'est pas ce qu'on recherchait. Pour dire que la ligne défensive, là, on en a parlé dans le podcast, Didier a probablement connu, des Giants a connu son meilleur match de la saison. Abdul Carter était partout. Même chose pour Burns également. Finalement, Donc, oui, hein, oui, on oui, n'en oui, avait pas vraiment. parlé, ouais, je ne veux pas t'interrompre, mais je les ai critiqués depuis le début de la saison. J'ai critiqué la ligne défensive des Giants, mais enfin, elle s'est levée là, la semaine dernière. Je pense que la défense des Commanders pour Justin Herbert représente un excellent remède. Washington a accordé plus de 23 points fantasy à la position de carrière arrière au cours des 2 dernières semaines et ont accordé le 7e plus haut total de points au quart adverse cette saison. Donc, je pense que c'est une bonne semaine pour habiller Justin Herbert dans votre formation. Et c'est un peu vraiment. Il va rebondir cette semaine-là contre les Commanders. Ouais, Marshall Lattimore, là, c'est la suite de la saison dernière, hein. Tu sais, lorsqu'il s'était joué aux Mhm. Commanders, il avait déçu. C'est difficile pour lui, là. Alors, ouais, en tout cas, on va voir si Justin Herbert va pouvoir rebondir et profiter de cette mauvaise tertiaire des Commanders. Maintenant, tu recommandes de clouer au banc Matthew Stafford, son meilleure option. Pourquoi? Matthew Stafford a connu un fort match contre, lors de la semaine numéro 4, 27 points fantasy, 375 verges, 3 passes de toucher contre les Colts. Mais lors de la semaine numéro 5, on affronte la défense des 49ers, où on a peut-être de la misère à appliquer de la pression en l'absence de Nick Bosa, mais quand même, on a limité Trevor Lawrence à 11 points fantasy seulement. En fait, on a accordé moins de 700 verges en 4 matchs par la passe du côté des Niners, donc on est assez solide à ce niveau-là. Quatrième plus bas total de points alloués au quart adverse cette saison. Et avec ou sans Nick Bosa, on a vu que ça n'a pas fait de différence pour Trevor Lawrence. Est-ce que je vous l'accorde, Trevor Lawrence ne connaît pas un grand début de saison, mais quand même, je pense que ça Mhm. pourrait être une semaine plus tranquille pour Matthew Stafford à ce niveau-là. Les Niners, on va peut-être vouloir utiliser également le duo de porteurs de Karen Williams, Blake Corum, de façon plus régulièrement là, dans ce match-là. Donc, je pense que Matthew Stafford, ça pourrait être plus tranquille pour lui.
OK, parfait. Maintenant, chez les porteurs de ballon, Cam Skattebo fait sensation à New York. Et puis, Tyron Tracy s'est disloqué une épaule il y a 2 semaines. Il devrait continuer d'être absent. Alors ça veut dire plus d'opportunités pour Skattebo. Calebo, c'est comme la comptine, là. Je m'en vais chasser le lion quand on chantait, quand on était jeune. Tu sais, on disait, ben, je rentre dedans, mais c'est un peu ce Ah, qu'il j'ai fait pas chanté Cam celle-là. Skattebo. Non, 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 je je pense m'en pas. Ça vais remonte à chasser loin, le mais lion. je me T'as souviens pas été pas de au camp de celle-là. jour, Didier? Non. Oui, Ah, oui, oui, ok. j'allais à des jours, mais écoute, on l'a pas chanté celle-là, cette chanson-là. À Bon, moins que je encore me une autre. trompe, là. Les gens vont m'écrire une autre référence que Didier comprend pas, c'est correct. Mais bref, ça pour dire dans la chanson, on disait, tu sais, on passe pas par-dessus, on passe pas à côté, on rentre dedans. Mais c'est un peu ce que Cam Scalebo fait aux adversaires, on rentre dedans. Ça pour dire qu'il a Hmm. récolté 46 points fantasy lors des 3 dernières semaines. En l'absence de Tyron Tracy, c'est le porteur numéro 1 des Giants. Et lors de la semaine numéro 5, on en a parlé, on affronte les Saints de la Nouvelle-Orléans qui ont accordé une moyenne de 24 points fantasy au porteur cette saison. Donc, je pense que c'est une bonne semaine pour Cam Scatebo à insérer dans votre formation. Let's go Saints. J'ai choisi les Saints. Je crois en vous pour une semaine. That's it. Pour une semaine. Les Saints me laissent tomber, là. J'ai choisi plus jamais de la saison. Ben, peu importe, je pense ça que je vais avoir une raison de les choisir à nouveau. Donc, Scadaboo, ça devrait être un bon match pour lui. Maintenant, du côté des Vikings du Minnesota, il y a Jordan Mason qui se retrouve seul, entre guillemets, dans le champ arrière, étant donné que Aaron Jones est toujours ennuyé par une blessure. Mais tu crois pas qu'il y a une confrontation avantageuse cette fois? Non, pas une confrontation avantageuse. Évidemment, le gros front défensif des Browns de Cleveland à Londres. L'état de santé, on en a parlé de la ligne à l'attaque, inquiète également dans le cas de Jordan Mason. 8,7 fantasy points fantasy la semaine dernière contre les Steelers. On a vu que les Steelers étaient constamment dans le champ arrière des Vikings. Donc, je pense que c'est pas une bonne semaine pour Jordan Mason. Si vous avez une meilleure option, Cleveland ont accordé le deuxième plus bas total de verges au sol dans la NFL. Le deuxième plus bas total également de points fantasy accordés au porteur de ballon adverse. Donc, je pense que si vous avez une meilleure option que Jordan Mason, ce sera une semaine assez discrète pour lui cette semaine. Ouais, c'est fort possible qu'on se fronde des Browns. Maintenant, Michael Pittman Jr. des Colts d'Indianapolis, tu crois que si on l'a, ben, il faut le faire jouer là, cette semaine. Receveur numéro 12 au total en ce moment après 4 semaines au niveau fantasy. C'est une belle Ah surprise, ouais. Michael Pittman. Ouais, Michael Pittman qui a quand même été repêché excessivement loin dans vos repêchages. Mis à part la semaine numéro 2 contre les Broncos, où il a obtenu 6 points, il a vraiment été très productif au niveau fantasy. Ce qu'on se rend compte, c'est que Michael Pittman, on peut l'habiller contre les défenses ordinaires, mais on doit le laisser sur notre banc contre les bonnes défenses. Et cette semaine, on affronte évidemment les Raiders de Las Vegas qui ne sont pas dans la phrase en étant. Ils sont loin d'être une des bonnes défenses de la NFL en ce Ouais. moment, les Raiders. Donc, je pense que c'est un affrontement favorable pour Michael Pittman. Les Raiders ont accordé le troisième plus haut total de points au receveur de passe cette année, plus de 41 par match en moyenne. Donc, je pense que c'est une bonne semaine pour habiller Michael Pittman. Et maintenant, là, je suis surpris. Quand envoyé là, tes choix, tu recommandes de garder au banc Jalen Waddle des Dolphins de Miami. Je voulais profiter de ce moment-là pour vous dire à quel point la défense des Panthers de la Caroline, elle excelle contre la passe. Là, c'est sûr que j'ai pas modifié mes Défense choix et ce matin Panthers avec et la. Excel dans la même phrase. On a seulement alloué 2 touchés aux receveurs de passe, la défense des Panthers cette année. Ah 2 ouais. touchés total en 4 matchs. Deuxième plus bas total de points alloués aux receveurs de passe cette saison, la défense des Panthers de la Caroline. Donc, samedi, évidemment, Qui l'eût cru? les Dolphins affrontent les Panthers. D'après moi, c'est juste une question de scénario de match. On tire de l'arrière, donc les défenses les attaques adverses court davantage puisqu'on a l'avance contre les Panthers. C'est peut-être juste ça aussi, le fantasy. Là, c'est une Hmm. question de scénario de match, de game script, comme on dit en anglais. Donc, Jalen Waddle, on se rend compte, c'est des hauts et des bas dans un match, dans une saison. Donc, je sais que Tyreek Hill sera absent pour le reste de la saison, mais je pense pas que Jalen Waddle va être nécessairement un joueur qu'on doit insérer dans notre formation à tout prix. Je pense que les succès des Dolphins contre les Panthers vont plus passer par Devon Chan et même Holly Garden, ça peut être une option dans votre flex là, cette semaine également. Mais si j'avais un autre joueur que Jalen Waddle à insérer dans ma formation comme position de receveur, mais je pense que je le ferais. On se tourne vers la position Eh d'ailier oui, rapproché. Ben oui, on run des Gatson.
Le deuxième. Lui, ça mérite là, d'être le deuxième. Je me souviens de son père à l'époque, qui était Mhm. un très gros receveur de passes. Physiquement, là, je parle en termes de stature, qui a notamment joué pour les Dolphins de Miami. Là, son fils connaît de bons moments. Là. Du moins, il a été productif lors des 2 dernières semaines, lui qui est une recrue. Je voulais profiter d'un moment pour vous parler de Randy Gosden, puis comme je fais plus de chroniques, de joueurs autonomes, mais je me suis dit que j'allais en profiter pour vous en parler ici, à quel point, c'est un choix de 5e ronde de l'université de Syracuse, hein, tout près de chez nous, en passant, Randy Gadsden. Je voulais juste mettre en lumière le fait qu'il a été ciblé 7 fois à son premier match lors de la semaine numéro 3 et 3 fois lors de la semaine numéro 4. Par contre, lors de la semaine numéro 3, il a couru des tracés sur 28 des jeux des Chargers. La semaine dernière, ça l'a augmenté à 50. Donc, il est de plus en plus sur le terrain. Et lors de la semaine numéro 5, on affronte les Commanders de Washington, qui accordent près de 20 points alloués à la position d'aller rapprocher au cours des 2 dernières semaines. Je sais que c'est un long shot, mais je voulais vous présenter un Rondé Gadsden. Moi, personnellement, je suis dans une ligue avec mes collègues de RDS. On est 16 dans la ligue. C'est vraiment difficile de trouver des allées rapprochés productifs. Et je pense que Rondé Mhm. Gadsden est en train de prendre sa place. On n'a pas grand-chose à la position d'aller rapprocher, rien je veux pas n'en déplaise au propriétaire de Will Disley, mais je pense que Rondé Gadsden est en ascension. Puis, il est talentueux, il a des habiletés, c'est un gros allié rapproché également. Je pense que d'ici quelques semaines, là, on va parler de Rondé Gadsden comme un des joueurs à surveiller chez les Chargers de Los Angeles. Et j'en ai parlé dans le cas de Justin Herbert. Je pense que la défense des Commanders est une défense à cibler cette semaine là, pour une production fantasy. OK, on va garder ça en tête. Et maintenant, les liens rapprochés que tu conseilles de clé au banc, Hey, c'est les liens rapprochés numéro un depuis le début de la saison. Je parle de Hunter Henry des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. mais le lit rapproché numéro un, Didier, on sait qu'au niveau fantasy, parfois, c'est pas grand-chose, hein. Si on enlève sa semaine de 25 points lors de la semaine numéro 3, on aurait peut-être une conversation différente dans le cas de Hunter Henry, mais les gens vont dire il a fait 25 points, c'est comme ça, puis bref. Seulement, lors de la semaine numéro 4, on y a inscrit un touché également, 10,5 points fantasy, sauf que la semaine numéro 5, on affronte les Bills de Buffalo. Les Bills ont accordé au total, en 4 matchs, au total, Didier, 67 verges aux alliés rapprochés adverses. Mhm. 67 verges au total. C'est C'est rien, minime, c'est rien. Didier. Ce C'est sont des rien. poussières. Le deuxième plus bas total de points alloués à la position d'aller rapprocher. J'essaie de vous dire que oui, peut-être que vous n'avez pas une meilleure option que Hunter Henry dans votre formation fantasy, mais juste de tempérer des attentes. Les Bills sont vraiment excellents contre les alliés rapprochés adverses. Peut-être vous dire que ça sera peut-être plus un 5-6 points là, pour Hunter Henry au détriment peut-être d'une semaine de 10-12 comme on voit depuis quelques semaines déjà. Tempérer les attentes envers Hunter Henry. Évidemment, je ne vous propose pas d'insérer Orlando Gadsden à la place de Henry. Mais tout ça pour vous dire que ouais, Hunter Henry, ça pourrait être décevant cette semaine. Préparez-vous en conséquence. Il n'y a pas beaucoup d'options à la position d'ailier rapproché. Là. Lors des dernières années, il y avait Travis Kelce qui était une valeur sûre, mais là, tout ça, ça appartient au passé. Le Porta, bon, il n'est pas nécessairement très ciblé. Il y a tellement de bouches à nourrir du côté de l'attaque des Lions de Détroit. Donc, ouais, c'est pas facile là, pour les ailiers rapprochés. Du moins, de trouver des options, surtout lorsque Henry n'a pas une confrontation avantageuse lors de cette semaine. Puis, rapidement, tout à l'heure, tu mentionnais que si les Patriots peuvent causer une surprise, ça devrait passer par le jeu au sol. Les Bills, OK, sont à l'avant-dernier rang de la ligue en termes de verges au sol accordées en moyenne. On accorde 164,3 verges en moyenne, Marc-André. Au sol par rencontre, il y a juste les Bears qui sont pires. Eux, ils en accordent 164,5. Alors, Mhm. ça, c'est quelque chose à garder en tête là, si les Patriots sont en mesure de causer une surprise. Ben écoute, Marc-André, je te remercie pour ta contribution à cet épisode du podcast, comme à toutes les semaines. On espère que cet épisode du podcast vous a plu et on vous reparle dimanche soir alors qu'on sera de retour afin de discuter à chaud des matchs de la 5e semaine d'activité.